Si vous voulez, je vous fais une petite intermède musicale à base de Notre-Dame de Paris. Il est venu le temps des cas... Non, c'est faux, je ne sais pas chanter. Désolé pour ça. Bisous. Bienvenue sur Nouvelle École, le podcast pour sortir des sentiers battus où je vais à la rencontre de gens passionnés au parcours atypique. Cette semaine, j'accueille Fabrice Florent. Fabrice est le fondateur de Mademoiselle, un magazine féminin, sociétal et culturel pour les jeunes femmes qu'il a lancé en 2005. 13 ans plus tard, Mademoiselle est un média établi, une référence de la presse féminine via lequel ont éclos de nombreux talents. Certaines sont d'ailleurs passées sur Nouvelle École. Je voulais lui poser la question qui fâche. Que fait un grand chauve à la tête d'un média féminin ? Comment a-t-il eu cette idée ? Pourquoi lui et pas un autre ? On parle de son éducation, de masculinité, de harcèlement et de la volonté de poser les bonnes questions. On aborde les succès de Mademoiselle, les bons moments ainsi que les plus difficiles comme le récent Bademoiselle. C'est un épisode assez long, assez libre. Pensez toujours à vous abonner à Nouvelle École sur Apple Podcast ou toute autre application. C'est ce qui m'aide le plus. Et bonne écoute. Je fais un nouveau truc pour me mettre dans un bon mood avant les interviews. J'écoute le Floodcast. Parce que je me suis dit, c'est le truc le plus marrant que je connaisse. Et disons parce que tu as des humoristes et tu connais tous leurs sketchs, du coup ça sert à rien de te les retaper 100 fois, mais le Floodcast c'est toujours un nouveau truc. Et je sais pas ce qu'ils font en ce moment, ils en sortent toutes les semaines, ils sont chauffés. Ouais. Et je fais ça, et là je me suis mis une demi-heure, 3/4 d'heure de Floodcast avant de venir, donc je suis dans une bonne humeur. Ah bah cool alors. De très bonne humeur. Ça fait plaisir. Eh bien bonsoir, bonjour. Attends, je la refais. Meilleur lancement. Je la refais. Eh bien bonjour. Bonjour. Fabrice Florent. Salut Antonin. Je suis très content de te recevoir sur Nouvelle École pour la deuxième fois. Première fois et demie. Est-ce qu'on le dit vraiment ? Bah ouais, on dit la vérité. On le dit. La vérité, c'est que Fabrice Florent est déjà passé sur Nouvelle École, mais que j'étais très 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 fatigué, que j'avais pas du tout réussi à dormir, parce que je suis pas très bon en endormissement. C'est vrai ? Oh là là, c'est mon grand combat. Est-ce que tu connais Calm ? Pour méditer ? C'est une appli de médite, mais en fait, ils font ce qu'on appelle des sleep stories. Et je sais qu'il y a des gens autour de moi. Alors moi, j'ai aucun problème pour m'endormir. Je suis le genre, tu vas me dégoûter, tu vas me détester, mais je suis le genre de mec qui s'endort au bout de 2 minutes. Vraiment, j'ai aucun problème. Mais ils font des sleep stories. Et je sais que les gens qui ont du mal à s'endormir, je leur ai déjà dit peut-être essaye, parce qu'il y a vraiment un mood. Le mec est en train de noter les trucs. C'est donc la première chose que je note dans ce podcast. Il y a vraiment un mood hyper cocon, machin. Et peut-être ça marche pas, peut-être ça marche. Mais en tout cas, je sais que cette fonction qui s'appelle Sleep Stories, voilà, il raconte vraiment des histoires. Et plus ça va, en fait, ça termine en ASMR. Ah ouais, non, mais moi je connais, j'ai essayé vraiment des dizaines de choses. Donc j'ai un truc qui s'appelle un dodo, c'est un truc qui balance de la lumière au plafond. Et t'es censé caler ta respiration dessus, sauf qu'en fait, ça dure, soit le premier dure 10 minutes, le deuxième 30 minutes, je crois. Et moi, dès que je mets un truc comme ça, je me dis, ça va bientôt se finir. Ça va bientôt se finir et je dormirai pas. Ça va bientôt se finir et je dormirai pas. Avec des plombs. Excellent. Après, il y a un truc de Headspace. Moi, j'utilise Headspace pour méditer. Donc, pareil, ils ont un truc pour le sommeil. Je l'écoute. Je sais que ça dure 10 minutes. Je sais que je vais pas m'endormir. En fait, à partir de la 5e minute, je me dis, ça va bientôt se terminer et je dors toujours pas. Oh là là. Et alors après, toujours sur Calm, tu as de la musique. Tu as une fonctionnalité musique et tu as une catégorie sleep. Et il y a alors moi j'ai testé le truc parce que c'est vraiment pas mon délire normalement, mais un jour j'ai testé et il y a une musique en particulier qui dure 1h10. Donc normalement en 1h10 si tu t'endors pas, mec, ça, c'est bon. Voilà. Moi je mets en moyenne 1h30 à m'endormir, vraiment. Mais en moyenne. Mais fais des trucs, lève-toi. Mais je fais des choses, je lis, j'ai commencé la carte et le territoire, vachement bien. Mais lève-toi et refais des trucs en fait. Ouais, c'est ce que je fais maintenant. Mais en fait là je vais te dire où j'en suis, parce que j'avance. Je m'en suis inscrit à une newsletter. À un moment, j'en ai eu marre. J'ai fait, bon, allez, j'ai tapé blog sleep sur Google. Et j'ai fait toutes les listes de blogs. Et c'était tout le temps de la merde. C'était des trucs américains, de mecs qui faisaient de la recherche. Enfin, c'était nul. Et je suis tombé sur un mec qui fait une newsletter je partagerai peut-être. Je sais pas si c'est génial, donc on verra avant que je partage. Et tous les jours, il envoie un email. C'est assez nul comme email parce qu'il écrit une phrase par ligne dans un style un peu ultra lourdingue à l'américaine, mais tous les jours il donne un petit conseil et je me dis bon allez je vais le faire sérieusement, dont un des conseils qui est donc évidemment le basique couche-toi et lève-toi toujours à la même heure, que je mets enfin en application, et un conseil qui est si tu n'arrives pas à dormir, lève-toi mais assez rapidement quoi. Au bout d'une demi-heure tu te lèves et tu fais un truc et au bout de une demi-heure tu vas te coucher. Ce qui fait que mes soirées en ce moment c'est je vais me coucher, au bout d'une demi-heure je me lève, je vais lire, je retourne me coucher, je me relève au bout d'une demi-heure. Tu dors combien d'heures par nuit ? Bah en fait là en ce moment vu que je me force à me lever à la même heure et à me coucher à la même heure, je dors un peu moins, mais je pense que je vais arriver à dormir bien. Tu te couches à quelle heure ? Je me couche entre 23h et minuit. Mais c'est trop tôt.
Mais non, parce que je me lève tôt. Enfin, je me lève à 8h, quoi. Mais moi, j'ai besoin de beaucoup de sommeil. Non, mais j'ai besoin énorme de sommeil. Je pense que ça, c'est déjà des cernes, là. Alors... Non, mais je sais, mais alors ça, je pense que c'est une arnaque sociale. Et après, je pense qu'il y a des gens qui vont... Une arnaque sociétale, pardon. Moi, ma mère m'a toujours dit, il faut que tu dormes 8 heures. Et en fait, quand j'ai commencé à monter Mademoiselle, peut-être qu'on en parlera, mais je me suis rendu compte assez vite, non, on va pas en parler, je me suis rendu compte assez vite que si je continuais à dormir 8 heures, je m'en sortirais jamais parce que j'ai monté le truc tout seul dans mon grenier et tout. Et je me suis dit, mais peut-être tu peux changer de façon de dormir et trouver d'autres choses. Et en fait, j'ai commencé à aller me coucher de plus en plus tard. Et en plus, c'était d'autant plus facile que j'étais dans un mood de boulot et que bosser le soir, j'adore faire ça. Je suis dans un truc une sorte de cocon que je me crée avec de la musique et tout. C'était trop cool. Surtout que je faisais du dev à l'époque parce que je développais Mademoiselle quand j'ai démarré. Et plus ça allait, plus je me couchais tard. Donc en fait, j'arrivais à me retrouver à 3h du mat devant mon ordi à me dire « Ah putain, il est 3h du mat, j'ai pas sommeil. » Alors qu'en fait, j'étais en train de kiffer. Et petit à petit, en fait, j'ai diminué mon rythme de sommeil à aujourd'hui, je dors 4-5 heures. Et en fait, je suis pas du tout fatigué. Ça fait 12 ans que je fais ça. Donc il y a des moments où après, c'est pas un... Comment dire ? C'est pas non plus une règle que le jour où je suis fatigué, je vais me coucher plus tôt. Mais en fait, je me suis rendu compte que ces fameux... Ma mère m'a toujours dit, il faut que tu dormes 8 heures, sinon t'es fatigué. C'est une arnaque, en fait. Alors moi, ce que j'ai lu, parce que j'ai quand même lu beaucoup de choses à ce sujet-là, c'est que t'es pas forcément fatigué. Ton corps s'adapte très bien. En revanche, tu payes un prix assez fort sur le long terme. Je pense que je vais mourir l'année prochaine. Il y a des chances que c'est possible qu'il t'arrive des choses. C'est chaud. En revanche, ce que j'ai appris à faire, c'est des power naps. C'est-à-dire que j'ai appris à dormir en 2 minutes et je dors un quart d'heure, 20 minutes. Peut-être que ton corps est en manque de sommeil et que c'est pour ça que tu t'endors facilement. Simplement, quand... toujours. Je me suis toujours endormi super facilement, même quand je dormais mes fameuses 8 heures de con, quoi. Tu vois. Enfin bref. Bon, je vais t'écouter. À partir de demain, je vais passer à 7 heures. Et nous verrons. Et si ça me fonctionne, si je dors mieux, je t'en reparlerai. Mais tu te couches trop tôt pour moi. C'est-à-dire que si tu n'arrives pas... Parce que je me couche pour 8 heures, en fait. J'essaie de dormir 8 heures. Oui, mais si tu n'arrives pas à t'endormir... Si tu mets 1h30 à t'endormir, je fais autre chose pendant ton heure et demie. En fait, si je vais me coucher à 2h du mat et que je suis fatigué et que je m'endors direct parce que je suis épuisé, je peux pas me lever à 8h. Je ne peux pas. Physiquement, je n'arrive pas. À une époque, j'avais un travail, j'en ai pas eu souvent dans ma vie. J'étais à San Francisco et j'avais un stage. Et comme j'ai commencé à vraiment être insomniaque à ce moment-là, d'ailleurs, j'ai pas mal d'angoisse à ce moment-là, je m'endormais tard et je me réveillais pas. C'est-à-dire que je me réveillais et puis je faisais j'éteignais le réveil et je me réveillais 3 heures plus tard. Ou alors, parfois, je mettais le réveil dans une autre pièce, j'allais éteindre le réveil, je me disais, je me pose vite fait sur mon lit, et pareil, je me réveillais 4 heures plus tard. Donc vraiment, je vais te dire jusqu'où je suis allé. Récemment, j'écoutais un podcast qui s'appelle Sleep With Me, avec un type qui raconte des absurdités en chuchotant pendant des heures. C'est vraiment, il dit... il raconte des histoires, il dit alors je suis allé promener mon chien et puis sa cabane était jaune et nous sommes allés à la neige et vraiment ça dure des heures et des heures et des heures, c'est du gibberish, tu vois, comme ils disent en anglais. Je ne vous le recommande pas, mais bon, faut tout essayer. Petite parenthèse sur le sommeil. Ouais, c'était intéressant. Oui, donc on disait, voilà, digression totale. Donc, nous avions fait une première interview où j'étais très fatigué et on avait dit, c'est vrai que l'interview était, toi, t'étais très bien, je trouve, mais c'est vrai que moi, chacune de mes interventions était, peu inspirée. Et j'ai réécouté cette interview aujourd'hui d'ailleurs, et c'est vrai que j'étais un peu gêné à chaque fois que je pose pas des vraies questions, je réagis pas vraiment à ce que tu dis. Et donc, on a décidé de ton initiative de refaire cette discussion. En fait, j'étais frustré en fait après cette interview parce que je me suis dit c'est con parce que je te vois alors ça fait un moment que je te suis et je te vois vraiment t'améliorer en fait d'interview en interview et toi-même tu sais que l'interview pour moi c'est vraiment un exercice que j'aime beaucoup et j'ai trouvé assez rapidement parce qu'on s'était rencontrés une première fois il y a quelques mois maintenant peut-être 6 mois je ne sais pas avant que tu commences à percer mon grand vraiment. Et vraiment j'ai trouvé que t'avais c'est vrai que t'étais là dans les premiers, c'est vrai qu'il y avait chez toi commercial avant que ce soit mainstream mais j'ai trouvé qu'il y avait chez toi une sorte de bienveillance naturelle qui faisait que tes interviews marchaient très bien et en fait j'étais un peu choqué déçu après notre interview parce que je me suis dit c'était pas ou alors c'était peut-être juste moi qui était nul tu vois parce que je suis parti de ce principe là d'abord et je suis un peu resté sur ma faim et d'autant plus que je trouve que tu t'améliores de plus en plus en fait sur les derniers épisodes donc je me suis dit peut-être je t'avais proposé en fait de la refaire et donc merci de la refaire. Non mais bonne initiative parce que c'est vrai que c'est dommage
Je crois que c'est la seule fois où j'ai vraiment pas bien fait une interview, je trouve, et c'est dommage que ce soit tombé sur toi. Et c'est parce que je suis chauve, c'est ça? Ouais. Non, mais en plus, j'étais stressé, je pense. On s'était vu qu'une fois, je crois, avant, et moi, les interviews, mine de rien, ça me stresse parce que je les prépare beaucoup, et parfois je les prépare même trop, et parfois j'ai trop de trucs. Alors, il faut trouver un équilibre entre avoir énormément recherché et en même temps avoir la tête claire. Alors maintenant, ce que je fais, c'est que j'essaie de préparer plus longtemps à l'avance. J'étale plus ma préparation. Et en fait, avant, je prenais plein de notes et ensuite je les réduisais jusqu'à avoir une sorte de page. Et maintenant, je fais plus ça. Maintenant, je marche beaucoup dans Paris et je réfléchis. Je me dis et je parle un peu tout seul. Donc encore, c'est un thème, c'est assez récurrent chez moi. Et je parle tout seul et je dis par exemple, Fabrice Florent. Qu'est-ce qui est intéressant, qu'est-ce qu'il y a à creuser chez lui, j'imagine des questions et des discussions et ensuite dans ma tête je crée des thèmes et je dis ok, donc on va aborder ces thèmes et même plus récemment un nouveau truc, ça c'est le début de l'interview méga long mais bon c'est cool, plus récemment un nouveau truc avec Raphaël Descraques qui sortira donc avant toi, donc je peux le dire, c'est que je me suis dit parfois j'ai l'impression de ne pas réussir des interviews parce que j'ai l'impression que soit elle est trop pour moi cette interview, soit elle est trop pour les autres et je ne m'y retrouve pas assez. Je pense qu'il faut qu'il y ait un mix. Je suis d'accord. Il faut que ça serve aux gens qui écoutent et en même temps il faut que moi j'ai envie de la faire quand j'ai des trucs à apprendre, sinon je suis juste en train de faire un boulot et ça devient moins... Ouais, je comprends. Et Raphaël Descraques, je me suis dit ok, on va organiser ça comme ça, on va commencer par ce qui est important je pense pour les gens qui écoutent, comme ça direct on accroche les gens et puis ça permet de lui, il est plus à l'aise puisque forcément moi ce que je vais vouloir savoir c'est des choses qui sont plus perso parce que je le connais mieux que les gens qui écoutent et donc ensuite je mets moi et ensuite on verra quand on part en... Ah c'est cool. Et je trouve qu'il y a un vrai truc dans tes interviews, c'est que t'es vraiment présent. C'est-à-dire que tu es vraiment présent dans la discussion. Et c'est pour ça que j'avais été un peu déçu, en fait. C'est que je t'avais senti hyper distant. Ouais. T'étais pas vraiment là à ce moment-là. Mais c'est des choses vraiment qui arrivent. Moi, j'en ai raté plein, des interviews. Celle que tu as le plus ratée, c'est celle de Alexandre Astier. Ah putain, ça y est, il parle de ça. Parlons-en, commençons par ça. Bordel. Mais non, parce que... Ah oui, mais je t'en ai parlé, non? C'est pour ça que tu l'as parlé. Non, tu me l'avais peut-être renvoyé à une époque... Ouais. Oh là là, sans doute. Alors, ça reste une immense blessure pour moi. Mais vraiment, c'est une blessure parce que... Je rêve d'interviewer. Si Alexandre Astier écoute un jour ce podcast, je rêve de t'interviewer. Alors, voilà, si Alexandre Astier, tu écoutes ce truc, déjà, je suis désolé parce qu'en plus, j'ai même pas été capable de venir te voir après pour m'excuser de ma piètre prestation, n'est-ce pas? Et surtout, j'adorerais te revoir une interview un jour parce que tu veux vraiment que je raconte tout en fait parce que c'était vraiment sans doute pour moi. Je pense que c'est une bonne. C'est toi qui juges de la longueur de l'histoire, mais c'est intéressant parce que je me suis retrouvé en fait à Angoulême, avoir l'opportunité vraiment random avec une attachée de presse de Casterman qui me dit j'ai Alexandre Astier dans un créneau cet après-midi, est-ce que ça t'intéresse? Moi je fais yes, je le prends tout de suite. Et donc, je vais bosser. Je prépare très, très peu mes interviews. Plus ça va, moins je les prépare parce que je préfère être moins dans la préparation, mais plus dans le moment présent et je vais être curieux de toi et je vais voir un petit peu où ça mène. Parce que pour le coup, là, c'est mon boulot, tu vois. Je suis moins dans le... Apprends-moi des choses, s'il te plaît, comme tu peux être, et ta démarche est très cool. Et donc, je bosse un peu pendant 1 heure, je prépare l'interview et tout. Je valide pas cette imitation. Pas terrible. Tu prépares l'interview. Je prépare l'interview et en fait je me retrouve au moment de l'interview et je me rends compte qu'il n'y a pas que Astier qui est là, il y a aussi son dessinateur. Et je ne sais pas du tout qui il est, je n'ai pas de dossier de presse, je ne sais pas comment il s'appelle, je ne sais pas pourquoi. J'allais lui parler effectivement un peu de BD, mais plutôt de sa vie en général, si tu veux, enfin de sa carrière, etc. Et en fait, on a une longue marche en fait pour aller à un endroit où après ils avaient un live. Donc la meuf me dit allons là-bas. Et en fait, donc erreur de base, qui est tout de suite d'aller voir l'attaché de presse et de dire en fait je suis désolé mais je ne sais pas qui c'est. Plutôt que de faire ça, j'ai fait en fait je vais régler le problème tout seul dans mon coin sans aucun souci. Et donc je cherche. T'as eu peur de poser la question, c'est ça, de dire que tu savais pas qui c'était. Exactement, parce que je me sentais déjà pris en défaut de base. En fait, les attachés de presse dans ce cas-là, si vous êtes jeune journaliste ou même plus confirmé, on ne sait jamais. L'attaché de presse c'est en général votre aide en fait, votre assistant. Elle est là pour vous filer un coup de main et faire en sorte que ça se passe bien. Et donc je cherche en fait sur le chemin, sur mon téléphone, voir qui est ce mec et d'où il sort, etc. Sauf que à Angoulême, la 3G, il n'y en a pas pendant le festival parce que ça marchait pas. Donc même Wikipédia, le truc n'arrivait pas à le charger. Vraiment, j'étais là, ça ne charge pas, je ne sais pas. Et donc je démarre l'interview sans savoir qui j'ai en face de moi, à côté d'Alexandre Astier. Sans doute
l'un des pires moments de ma carrière et surtout de ma carrière d'intervieweur parce que je me retrouve perdu, je sais pas. Donc en fait, je démarre l'interview comme je pensais la faire et en fait, Astier, je pense, se rend compte que je suis juste en train d'interviewer lui et pas d'interviewer donc ce mec s'appelle Steven Dupré et à plusieurs reprises en fait il me dit en fait on peut aussi poser la question à Steven qui est juste là et je suis là il s'appelle Steven, ok, je note, très bien. Mais donc c'était vraiment un moment compliqué parce que en fait après je me suis vraiment mis dans un coin en me disant putain, qu'est-ce que t'as fait? Essayer de tirer des leçons du truc. Et en fait, ce que j'en ai fait, c'est que j'ai écrit un article en fait sur Mademoiselle pour raconter le truc et d'en faire c'est quelque chose que j'aime bien faire en fait. Après une épreuve, une leçon à en tirer, notamment ce premier truc qui est en fait ne reste pas tout seul par rapport à ton truc et fait en sorte de poser la question et ça rejoint un truc que j'apprendrai un peu plus tard qui est la vulnérabilité, n'est-ce pas, notamment. Mais est-ce qu'il y a pas, il y a une deuxième chose donc poser la question à l'attaché de presse, en effet, et est-ce que même, j'ai envie de dire, si t'as pas d'autre solution, presque commencer l'interview en disant je suis désolé, j'ai un petit problème de briefing, je sais pas qui vous êtes, c'est nul, mais du coup est-ce qu'on peut commencer par là? Je pense que les interviews du coup ils te prennent un peu pour un guignol, mais peut-être qu'au moins tu pars, t'as la chance de finir sur un bon truc. Alors non tu connais pas Astier, mais Astier il a vraiment ce truc il est pas là pour plaisanter quoi, tu vois. Mais vraiment, ça se sent dans chaque truc. Et en fait, quand tu lis un peu des trucs autour de lui, tu vois que le mec, il est pas là pour enfiler des perles. Et en fait, je l'ai pas senti. C'est-à-dire que... Et puis surtout, c'était il y a 7-8 ans, je sais plus. Je pense qu'aujourd'hui, peut-être je le ferai parce que j'ai pris un peu de bouteille et que je sens que c'est un truc que je peux faire. Mais à l'époque... impossible et il y a rien qui sort et en fait je suis juste là, je vais suivre mon plan et puis on va bien voir comment ça se passe. En plus j'ai même pas de pied parce que en fait je suis allé à Angoulême avec une caméra de poing en me disant j'aurais pas d'interview, donc en fait je suis en train de faire en sorte de foutre la caméra, de l'appuyer sur mon genou pour faire une sorte de trépied. Je tremble comme c'est pas possible parce qu'en fait je suis vraiment dans un état de stress pas possible. Enfin bref, c'était vraiment super compliqué et le pire du pire, c'est qu'en fait il y a une meuf que je connais qui vient pendant l'interview m'interrompre à ce moment-là en disant salut, ça va? Comment, bonjour, ah salut, ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. La totale, vraiment. Et tu penses que tu aurais dû ensuite aller lui parler, t'excuser de l'interview? Ouais. Et en fait, je l'ai pas fait parce que j'étais dans un état j'étais vraiment en détresse à ce moment-là parce que j'ai remis l'intégralité de ma carrière en question, non pas du tout, mais j'étais vraiment pas bien en fait parce que j'étais rempli d'émotions, une forme de honte, de tristesse aussi, tu vois, d'avoir raté ce moment que j'aurais bien aimé avoir un peu exceptionnel avec lui. C'était quelqu'un que t'as en fait, je suis pas vraiment, tu vois, en général, je suis pas fan. J'ai pas vraiment la fan attitude, si tu veux. Mais pour moi, Astier, il y a vraiment un vrai truc où le personnage est suffisamment intéressant pour pouvoir en tirer une interview qui vaut la peine, quoi. Et je trouve qu'en plus que l'interview que j'avais couchée sur le papier, vraiment, elle était cool. Au final, j'ai jamais vraiment fait comme j'aurais aimé la faire, quoi. Il y a un autre truc que tu fais assez bien. Je te pose des questions sur l'interview parce que ça m'intéresse. Ouais. Il y a un autre truc que tu fais souvent, quand même, c'est que tu arrives souvent à faire pleurer les gens dans tes interviews. Ah ouais? Fabrice Florent. Ouais, grave. Mais quand ça? Il y a Marion Séclin. Ouais. Marion, c'est un peu particulier aussi. C'est une interview un peu particulière. Il y en a d'autres. J'ai pas tous les. Je fais pleurer souvent les gens. Je trouve qu'en tout cas, tu arrives en tout cas à les rendre assez émotifs. Ah ouais. Il y a même non, je sais plus. Attends, je retrouverai les références très professionnelles. Mais est-ce que tu fais un effort conscient pour créer une sorte d'émotion chez la personne ou un non? Non. En fait, moi, je suis vraiment pas dans un truc de. Je veux faire en sorte de te faire pleurer. Moi, je veux juste faire en sorte de passer un bon moment avec toi. Et en fait, je pense que si je veux passer... Comment dire? Pour moi, le truc de base, c'est je vais t'écouter, tu vas me raconter des trucs, je vais te poser des questions. C'est déjà suffisamment compliqué qu'on te pose des questions et que tu te retrouves, toi, dans la position de l'interviewé. Je vais te poser des questions, m'intéresser à ce que tu fais, m'intéresser à tes réponses, rebondir dessus, parfois te couper en fait parce que je comprends pas ce que tu es en train de dire et qu'on ait une vraie discussion, même si on est derrière, enfin même si tu es devant une caméra et que moi je suis derrière, qu'on ait ce moment-là de partage. C'est pour ça aussi que j'écris quasiment jamais, enfin j'écris pas mes questions en fait parce que il m'arrive de merder, il m'arrive de
pédaler un peu dans la semoule et de faire putain merde, j'avais une question, t'en bouge pas. Alors contrairement à toi, je la coupe. C'est ce moment-là parce que je trouve que ça sert à rien, non pas pour venir dire ça me dérange pas en fait de venir dire que je merde, mais c'est juste c'est long quoi, tu vois. Et je pense en fait que les gens en face se sentent un peu rassurés aussi du fait que parfois je cherche mes mots et en fait parfois je repose mes questions à 2 ou 3 reprises et c'est pas très grave en fait. Et moi, je crois qu'en fait, c'est non seulement j'ai la flemme de le couper, mais aussi, il y a vraiment un message que j'essaie de faire passer quand même à travers Nouvelle École, qui est, c'est pas grave que ce soit pas parfait, tu vois. C'est pas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'invités qui en parlent, que ce soit Marion Séclin ou. C'est pas grave en fait. Et c'est pas parce que c'est pas parfait. Et souvent, c'est parce que c'est pas parfait. En tout cas, moi, je sais que je me suis beaucoup identifié à des gens qui faisaient des choses avec. Tu sens qu'il y a des petites imperfections, mais c'est ça qui fait que t'aimes ce que la personne fait. Donc j'essaye de Bon, parfois je suis juste pas très sérieux, hein, mais ça dépend des moments. Donc Fabrice, tu es le fondateur de Mademoiselle. Est-ce qu'on dit mademoiselle.com ou on dit Mademoiselle ? Bon, les deux en fait, c'est sur internet, c'est un magazine qui est pure player comme on dit, donc que sur internet, donc tu peux dire .com parce que on peut pas le trouver dans kiosque quoi par exemple. Mademoiselle, c'est un magazine que tu as fondé en 2005. Et c'est un magazine féminin. Et moi, la première fois que j'ai entendu parler de toi, ou que je t'ai rencontré, où je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce type qui est tout seul dans une boîte avec que des femmes et qui a fondé un magazine pour femmes, en quelque sorte. Qu'est-ce que tu t'es dit, alors, toi, au premier abord ? Je me suis dit, déjà, j'ai jamais vu un truc comme ça, parce que déjà, en fait, j'ai l'impression qu'il y a... Je voyais déjà pas comment un mec pourrait être à la tête d'un magazine pour femmes, comment c'était possible, ne serait-ce qu'en termes de comment va-t-il savoir de quoi il faut parler, ou quelle doit être la ligne éditoriale, ou même est-ce que des femmes veulent vraiment monter un magazine féminin dirigé par un homme, plein de questions comme ça. Et du coup, je me suis dit, ça m'a intrigué, quoi. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce type, quoi. Et alors, tu t'es dit quoi ? Tu t'es dit, est-ce qu'il a monté ça pour toutes les baisers ou pas ? Tu sais, je te demande, tu sais pourquoi je te pose cette question ? Non. Parce que c'est souvent un truc qu'on me renvoie, et surtout que des mecs. C'est une question que j'allais te poser en fait. C'est une question que j'allais te poser, mais parce que j'allais te poser plein de questions par rapport à l'image que ça renvoie. Non, je me suis pas dit ça, mais je me suis quand même dit en fait, pour être en toute honnêteté, je me suis quand même dit c'est chelou, tu sais. Je sais. Mais pas c'est chelou en me disant parce qu'il doit faire ci ou ça, mais juste une sorte de petite, de petite suspicion ou de côté. Je sais. Voilà. Ça, c'est quelque chose que tu ressens beaucoup. C'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce truc. Alors déjà, l'idée d'avoir un mec autour d'une boîte avec que des femmes, si tu veux, ça n'a jamais été ma volonté première. En fait, là, je viens de recruter un mec qui va s'occuper du commerce, si tu veux, chez Mad. Avant ça, j'avais des développeurs. Mais si tu veux... Actuellement, là, par exemple, j'ai trouvé une développeuse, je suis trop content, mais pour moi, il y avait un vrai truc de rendre aux mademoiselles, en fait, rendre mademoiselle aux mademoiselles, dans cette idée. Et donc, j'ai déjà testé, en fait, d'avoir des rédacs mecs par le passé, et ça marchait pas trop bien, en fait. C'était compliqué. Il y avait toujours des soucis. Ils n'avaient pas les bonnes idées ou ça ne matchait pas avec les autres personnes de la boîte ou... Non, alors il n'y a jamais eu de problème parce que j'ai jamais fait en sorte de faire rentrer des gens avec qui ça allait pas matcher avec les autres personnes de la boîte, mais c'est juste en termes de ton, en termes de sujet, surtout qu'on est... alors peut-être que ça marcherait aujourd'hui, je sais pas à vrai dire, mais en fait je me suis jamais pas autorisé à recevoir ou à lire des CV de mecs, quoi, tu vois. Au contraire, pour moi, on est en train, sur Mademoiselle, là, notre dernier move, qui est pour moi un peu avant-gardiste, entre guillemets, parce qu'on a toujours été un peu en avance, on va dire, par rapport à notre temps, notamment par rapport au harcèlement de rue, si tu veux. On a été l'un des premiers sites à en parler. Et là, on est dans une vibe où on est en train de creuser l'aspect de la masculinité, en tout cas d'interroger les mecs et les filles aussi, donc forcément, sur leur rapport à leur masculinité, en partant d'un postulat simple, c'est que pour faire en sorte que la société soit plus égalitaire et finisse par devenir égalitaire dans un monde utopiste, qu'on espère un jour arrivera, les mecs doivent aussi prendre conscience de leur propre truc et que
le patriarcat, en tout cas le système patriarcal tel qu'il existe aujourd'hui, oblige les mecs à être dans des postures qui leur font du mal aussi, qui les font souffrir. Il y a plein de chiffres, alors je les ai plus en tête là, mais notamment le taux de suicide chez les hommes qui est plus compliqué, parce qu'en fait quand t'es un mec, il faut pas que tu souffres, il faut pas que tu montres que tu souffres, il faut pas que tu montres tes émotions, il faut pas que tu pleures, il faut pas que... Enfin, il y a plein de trucs qu'on vient te coller sur la tronche, tout comme on vient coller aux filles d'autres stéréotypes de genre qui sont que des constructions sociales, hein. C'est-à-dire que toi t'es un garçon, alors il faut forcément que tu sois comme ça, et comme on te le dit toute ta vie, tu finis par rentrer dedans, plus ou moins. Ouais, tout ça pour te dire en fait que mon idée est pas forcément de créer une boîte de meufs autour d'un mec, quoi. C'est juste, je pense pour moi que c'est super important de... En tout cas, Mademoiselle a contribué à libérer la parole des meufs dans le temps, si tu veux. Et je pense que l'un des trucs qui fait que ça a marché, c'est que j'ai jamais été, moi, dans cette posture de me dire « c'est moi la lectrice ». Pour moi, ça a toujours été, de la même façon que quand je fais une interview, en fait, c'est « raconte-moi, parle-moi de qui t'es, parle-moi de comment ça marche, etc. » Et pour revenir à ta première question, en fait, à ta question initiale, c'est que toute ma vie, en fait, depuis que j'ai créé Mademoiselle, mais même avant, en fait, parce qu'avant ça, j'ai bossé chez Pimki pendant 7 ans, donc la marque de fringues où j'ai monté leur site internet à l'époque. Et déjà, en fait, j'avais des potes à l'époque qui me disaient, ok, tu bosses dans une boîte de fringues pour meufs, quoi. Et c'est vrai que j'ai eu un moment où c'était un peu plus compliqué pour moi de l'assumer. Et puis, en fait, assez vite, je me suis dit, mais fuck, hein, en fait, c'est trop bien comme boîte, c'est trop sympa. Et j'ai découvert un truc un peu plus tard quand j'ai monté Mademoiselle, où j'ai des mecs vraiment qui m'ont dit « Hey, t'as trouvé le bon filon, toi, hein ?» Tu sais, avec un air comme ça, et en plus candide et ingénu comme je suis, si tu veux, de quoi tu parles, vraiment ? Parce que vraiment, pour moi, je l'avais pas, quoi. Non, en fait, le mec, c'était juste un queutard qui est juste un collectionneur de meufs et qui disait, en fait, t'as monté ça pour toutes les baiser, quoi. Alors, il y a l'autre cliché aussi qui est... t'es forcément le meilleur ami gay. J'ai une lectrice qui est venue pendant une grosse œuf de Mademoiselle, parce qu'on organise des soirées assez géniales. La meuf vient 2-3 heures du mat en disant « Ah, t'es femme, t'es le patron de Mademoiselle, machin », parce qu'on me voit un peu sur le site, donc elles finissent par me reconnaître. Elle fait « Ah, tu me fais vachement penser à mon père, il s'appelle Fabrice aussi, et il a 42 ans, et en fait, il est comme toi, il est homo. » Je suis là, non, je suis pas homo, je te promets, pourquoi tu dis ça ? Elle fait, non mais si t'es homo, t'as le droit de le dire, hein. Je te promets que si j'étais homo, on est quand même en 2017, où je te le dirais avec grand plaisir. J'ai fait, et comme un con, plus je me justifie, tu vois, genre dans un truc, non, je te jure, regarde, j'ai une bague, elle fait, non mais en fait là, ton alliance, c'est une alliance de PD, elle me fait, elle était complètement saoul, et je fais, non, ta femme, elle s'appelle Sylvain, elle me fait. Donc j'ai fini par lui montrer les photos de ma meuf avec mes filles et tout pour lui dire tu vois en fait je te jure et je pense que c'était important pour moi de me justifier parce que je m'en fous en fait tu vois de cette fille, elle est sympa comme tout en plus, elle est adorable, on s'est revu après, elle est venue s'excuser juste pour lui dire mais non en fait arrête d'être dans ce cliché de con de forcément t'es un mec qui a monté un magazine féminin donc forcément t'es le fameux meilleur ami gay quoi tu vois. T'en entends beaucoup de ça, ça te touche beaucoup? Ça me touche, tu veux dire Pardon, c'est pas ça te touche, je voulais dire. Est-ce que tu entends beaucoup ce genre de remarques? Ouais, tu interagis beaucoup avec ce genre de remarques, quoi. Il y a toujours cette histoire de harem qui revient, qui me fatigue un petit peu, quoi, tu vois, parce que sous prétexte que t'es un mec, forcément, qui pour moi en plus est tellement dégradante pour les membres de l'équipe, pour les meufs de l'équipe qui sont des gonzesses toutes plus qui sont des filles toutes plus brillantes les unes que les autres. Qui ont toutes des personnalités géniales et pour moi il y a un vrai truc de forcément t'es un mec donc tu les domines, c'est tellement dégradant pour elles je trouve en plus, c'est dingue quoi. Tu parlais de masculinité. T'as reçu une éducation de mec entre guillemets, tu sais le truc un peu l'éducation de mec classique, tu dis que les mecs sont éduqués en fait d'une manière t'es un mec, faut que tu sois fort, faut pas que tu te plaignes, faut pas que tu pleures, t'as tout ce qui vient avec la masculinité. T'as été éduqué comme ça, toi ? Ouais, grave. Et en fait, j'ai analysé il y a pas très longtemps d'où m'est venu en fait cet intérêt pour le genre féminin en fait, parce que avant ça, moi j'étais plutôt le genre de mec qui traînait pas trop. Enfin, tu vois, j'étais plutôt en mode je suis un sportif, je suis un basketteur, et en fait les meufs ça m'intéresse pas trop.
Donc, pendant toute mon adolescence. J'étais pas trop. T'avais des sœurs ou pas, toi? J'ai une petite sœur qui a 4 ans de moins que moi. Okay. Mais si tu veux, on n'avait pas trop de relations parce que 4 ans à cet âge-là, moi j'avais 16, j'étais au lycée, elle rentrait au collège, tu vois, c'était plus compliqué. Mais en fait, je me suis rendu compte que c'était sans aucun doute parce que je suis tombé amoureux quand j'avais 17 ans de cette fille qui en avait 15 à l'époque. Qui est devenue ma femme aujourd'hui, en fait, qui s'appelle Catherine, qui est une fille super. Et en fait, assez vite, ma curiosité naturelle a fait que j'ai eu besoin de comprendre comment elle fonctionnait. Mais vraiment, j'étais fou amoureux. Enfin, j'étais fou amoureux, je le suis toujours. Hein. Mais dans ce démarrage de relation, et qui pour moi était en plus ma première vraie relation avec une fille, en fait, je me suis dit, waouh, c'est trop bien. Raconte-moi comment t'es, raconte-moi comment tu fonctionnes, raconte-moi comment ça se passe. Est-ce que c'était la première fois que t'étais proche d'une fille, en fait? Ouais, vraiment. Ouais. Dans ta famille, t'étais proche de ta mère ou tout? On a une relation avec ma mère qui est aimante, qui est sympa, mais si tu veux, on n'a pas une relation où on va se raconter beaucoup de trucs, quoi, tu vois. Je me souviens qu'à l'adolescence, je rentrais le midi, comme j'étais un peu, comme tous les adolescents, un peu fatigué de vivre, si tu veux, j'allais lui faire des câlins, tu vois, le midi quand je rentrais du collège. Et en fait, il y a un jour où ça s'est arrêté, mais quasiment du jour au lendemain. Et en fait, j'ai cette anecdote en tête où elle venait souvent me voir en me disant, tu me fais plus de câlins maintenant. Je dis, ah ouais, c'est bon, j'ai grandi, hein, ça va. Mais si tu veux, en dehors de ça, non, pas trop, quoi. Donc c'est vraiment cette fille. Voilà, c'est devenu la femme et la mère de mes enfants. On lisait Jeune et Jolie ensemble, tu vois. Vraiment, on faisait les tests ensemble, tu vois, les tests à la con dans Jeune et Jolie. Elle m'a appris plein de trucs sur la façon dont elle fonctionnait et on est partis en vacances ensemble. Moi j'avais tout juste 18 ans et elle avait 16 ans, tu vois. Ses parents l'avaient laissé partir. On est partis pendant 1 mois en vacances ensemble quand on était jeunes. On était partis en tente et tout. Et je me souviens que je lui avais demandé est-ce que ça te dérange pas si on lit des journaux intimes? Parce que déjà moi j'avais jamais tenu de journal intime, et il y avait un truc qui me fascinait dans l'idée de tenir un journal, etc., dans le temps. Et en fait, j'avais envie de connaître cette fille. En fait, j'avais envie de savoir ce qui se passait dans sa tronche. Donc, on a énormément, bien sûr, discuté, etc. Mais en fait, on a eu ce truc où cet été où tous les soirs on lisait ou tous les matins, je sais plus, on lisait un truc de son journal intime. Et en fait, c'était marrant parce que moi, ça m'a vraiment appris à la connaître, à tomber encore plus amoureux d'elle, en fait. Donc, et je pense que ça a démarré de là, c'est-à-dire que j'ai jamais eu ce truc. Et il y a une super, peut-être que tu pourras linker, mais il y a eu un super segment dans la dernière nuit originale au mois d'octobre sur MeToo qui était tenu par Clémence et par Marie, qui sont des membres de l'équipe de Mademoiselle. Et il y a Chloé Volmerlo dedans, qui est une photographe aussi, qui est super, qui racontait qu'elle est belle-mère de 2 ados. Et elle racontait qu'en fait, son mec, donc le père de ses ados, avait toujours élevé ses 2 fistons comme... En fait, c'est pas juste des filles, c'est des êtres humains. Et c'est pas l'autre. Tu vois, il y a ce truc... c'est 2 garçons. C'est 2 garçons. T'as dit c'est pas juste des filles, c'est des êtres humains. D'élever les garçons dans la représentation des filles qui sont... En fait, c'est pas juste des filles. Parce que tu sais, la pop culture, c'est Raphaël Descraques qui dit ça d'ailleurs dans le truc, qui dit en fait les films ne nous aident pas. C'est-à-dire que les films, ils appuient surtout sur les différences qu'il peut y avoir entre filles et garçons et beaucoup moins sur les ressemblances. Et donc il y a ce truc de c'est les autres, tu sais, c'est l'autre, on les connaît pas, on sait pas trop comment ça marche, elle parle bizarre et il y a beaucoup ce truc-là, tu vois, entre mecs et filles. En tout cas à l'adolescence, et en fait ça se perpétue plus tard parce qu'il y a un vrai truc de on se comprend pas, les hommes viennent de Mars, les femmes de Vénus, une fois que le fossé est creusé, je pense que ça demande de vrais efforts de le remplir. Et moi je pense que pas mal de mes déboires amoureux ont existé parce qu'il y avait une incompréhension totale et puis un manque de connaissances énorme, quoi. Moi t'apprends sur le tas, en même temps vu que avec tout ce qu'on t'a appris, puis une sorte de pudeur un peu qui s'est installée, ou la peur de se livrer, où t'as pas vraiment envie de montrer ta vulnérabilité à la personne, parce qu'il faut que tu sois un mec, et du coup tu crées juste une non-communication, et qui forcément à un moment, puisque les personnes ne se comprennent, ça marche pas, quoi. Ah ouais. Ça communique pas. Je t'avoue que je sais pas tout ça, parce que nous vraiment on s'est rencontrés quand on avait 15 et 17, et donc on a vraiment grandi ensemble, et moi à l'époque... T'as eu une éducation en fait tôt, quoi, de ça grâce à elle, en fait. C'est-à-dire que mais c'était juste une forme de curiosité très saine, en fait, de raconte-moi qui tu es et comment tu fonctionnes, et qui m'a... alors, c'était le premier truc vers waouh, en fait, les
Les filles, c'est cool, en fait. C'est pas juste... Tu sais, j'ai jamais eu ce truc. J'avais des copains, ils maltraitaient leurs meufs. Mais pourquoi t'avais pas ce truc, alors, tu penses ? Mais je sais pas, parce qu'en fait, pour moi, c'était juste... Pour moi, c'était juste des êtres humains, en fait. C'est-à-dire que je suis jamais tombé dans ce panneau de... en fait, c'est des filles, alors elles sont nulles, alors on les comprend pas. Pour moi, c'était juste, en fait, raconte-moi qui t'es. Et donc, ma première relation avec on va dire, le genre féminin en général, c'était cette fille. Et pour moi, c'était juste, tu es une personne comme une autre. En fait, je suis amoureux de toi et j'ai envie de te comprendre et de te connaître. Et donc, on a beaucoup échangé au départ. Vraiment, on a énormément causé. On continue toujours à causer, bien sûr. Mais et elle réagissait comment à ça ? Est-ce que... En ouverture totale, vraiment. En ouverture totale. Donc, on a fini par... elle m'a dit, OK, les journaux intimes, let's go. Donc, en fait, c'est la nudité la plus totale. Je me livre à toi et c'est cool, quoi. Parce que, est-ce que c'est pas aussi ça, une bonne rencontre ? Parce que moi, je pense pas, j'ai été dans quelques relations et je suis pas convaincu que si j'avais dit à certaines des filles avec qui j'ai été, fais-moi lire ton journal intime, elles me... Mais tu sais pas ? Non, je ne sais pas. À quel moment le fait de poser cette question-là change la nature de la relation ? Sans doute de manière énorme, quoi. Non, mais c'est la même chose ça n'a rien à voir, mais je vais faire un lien quand même. C'est, on disait un truc sur Astier, le fait de poser les questions. Exactement. Alors, je suis assez d'accord. En fait, souvent, on a peur de poser des questions parce que si on montre qu'on ne sait pas, on se dit qu'on est con, on est nul. Et je vais te raconter une autre histoire. Désolé, digression. J'étais à une soirée il y a 2 jours. On regardait des courts-métrages avec mon pote Léo, avec qui j'ai fait le court-métrage qu'on a fait récemment. Votez pour lui. Oui, votez pour nous. Les résultats sont bientôt. Ça sera déjà terminé. Et du coup, je posais plein de questions à ces gens du milieu du ciné, qui est en fait un milieu qui m'intéresse un peu quand même, la création audiovisuelle. Et bien, une fille, à un moment, qui dit un truc à Léo dans l'oreille, qui rigole, et je lui dis mais qu'est-ce que tu dis ? En fait, elle se foutait un peu de ma gueule parce qu'elle me dit oui, tu poses plein de questions, t'es vraiment nouveau dans l'industrie, ça se voit que et puis je lui dis bah oui, je pose des questions, et quel est le problème ? Et en fait là, elle était un peu mal à l'aise parce qu'elle s'est rendue compte que je posais juste des questions parce que c'est vrai que j'y connais rien, il faut bien que je pose des questions, sinon... Et tu sais, il y a une sorte du coup de malaise, quoi. Les gens n'osent pas poser des questions parce que se disent mais là, je suis avec tous ces gens dans cette pièce qui font tous du cinéma, je peux pas poser des questions, sinon je passe pour un con parce qu'ils connaissent tous et il faut pas que je montre que je connais pas. Et c'est là le point de départ, quoi, qui fait qu'en fait, on va jamais rien apprendre et on va jamais avancer, tu vois. Donc ça rejoint le fait de doser, du coup même avec dans ta relation, le point de départ, c'est quand tu poses la question, tu dis bah vas-y, qu'est-ce que tu fais, pourquoi tu le fais, etc. Est-ce que tes potes, à l'époque, tu leur disais que tu faisais ça ? Je t'avoue que je sais pas déjà, parce qu'il y a vachement longtemps. Mais non, je pense pas, en fait. Parce que moi, j'étais plutôt déjà un peu à leur dire, mais pourquoi tu lui parles mal comme ça ? Et notamment, ma copine de l'époque, donc ma femme aujourd'hui, elle est sortie. En fait, moi, ce qui m'a touché chez elle, en fait, c'est qu'elle est sortie avec un de mes potes qui l'a bolossé, vraiment. C'est-à-dire que tous les matins... Avant que vous sortiez ensemble. Ouais, juste avant qu'on sorte ensemble, pendant 6 mois. Et en fait, il lui parlait mal. Tous les matins, il lui parlait mal. Et moi, je les regardais. Je disais, mais c'est ouf, en fait. Cette fille, elle est trop cool. Et toi, tu lui parles mal comme un con, quoi. Et donc, je lui avais même dit. Et puis, elle était, oh non, mais ça va, ça lui plaît et tout. Et elle disait rien. Je me suis dit, mais c'est ouf, en fait. Parce que peut-être que si elle tombe sur un mec cool... Par exemple, moi, en fait, peut-être que cette fille, elle pourrait être vraiment très... Enfin, tu vois, elle mérite pas ça, en plus. Il y avait alors, c'est même pas c'est pas de l'apitoiement, parce qu'en fait, je suis très vite... Mais en fait, c'est ce qui a éveillé mon intérêt chez elle, c'est-à-dire, mais au nom de quoi tu te permets de te faire bolosser comme ça par un con, et qu'en plus, tu restes hyper cool, hyper joyeuse, et en fait, tu le rembarres un peu de temps en temps, et en fait, ça lui fait un peu la bite, comme ça, mais pourquoi ce con, il fait ça ? Donc, assez vite, en fait, je suis parti dans un mode... soyez cool avec vos copines. Enfin, en tout cas, j'ai cette sensation-là. Peut-être que c'est pas le cas, je sais pas. Je ne me souviens plus. C'était il y a très longtemps. Tu avais déjà quand même une assez grosse force de conviction, non ? À ce moment-là ? Parce que peut-être que moi, j'aurais vu ça et j'aurais rien dit justement parce que personne ne dit rien. Tu vois ? Ou si j'avais vu d'autres relations comme ça, je me serais dit, ouais, c'est normal, toutes les relations sont comme ça. Tu vois, et toi, tu avais déjà un truc qui avait cliqué. Tu sais, parce qu'en ce moment, on parle beaucoup de ça, d'intervenir quand on voit une situation qui est pas normale, quand une fille se fait embêter, et c'est un peu dans l'air du temps, mais ça l'était pas avant. Pour toi, c'était déjà dans ta tête, quoi, je veux dire. Oui, alors je sais pas pourquoi, parce qu'en fait pour moi c'était juste un être humain, et en fait c'était pas juste une fille, c'était pas une proie, c'était pas une cible, c'était pas une
une target, ou je sais pas comment les mecs appellent ça. C'était juste une personne en fait qui avait des trucs à raconter et une vie, et en fait derrière ce joli visage, il y avait des histoires à raconter et des trucs à dire, quoi. Donc t'es jamais rentré dans ces trucs de mecs qui étaient par exemple tu vas noter les filles sur 10, tu vois. Ok, mais du coup, donc là, ça me paraît hallucinant cette histoire. Et là, ma question arrive. Est-ce qu'il n'y a pas eu des moments où tu as été ostracisé, où on t'a dit, où on t'a fait payer le fait de pas rentrer dans ces trucs de gang un peu? En fait, si, je pense au départ, c'est-à-dire que j'avais sans doute j'ai très vite changé de pote en fait, et ça m'intéressait pas. C'est-à-dire que mon filtre, c'était voilà comme je suis. En fait, si ça t'intéresse pas, c'est pas grave. Et tu sais, j'ai souvent ce truc des gens qui me disent tu fumes, machin. Non, moi je fume pas. J'ai jamais fumé en fait, parce que quand j'avais 13-14 ans, j'avais pas besoin d'avoir ce truc social qui était vas-y, viens, je vais faire comme tout le monde, je vais fumer. Ce qui fait qu'aujourd'hui je fume pas et j'ai pas besoin de me faire chier pour arrêter de fumer, quoi. Non, je sais pas. Je t'avoue que moi, j'ai assez vite compris. Je me suis fait pas mal. On rentre dans les détails de ma vie perso, mais je me suis fait pas mal bolosser quand j'étais au collège. Vraiment harcelé de façon assez brutale par une bande de 4-5 mecs qui étaient mes potes. Mais donc, si tu veux, il y avait un truc de. Alors, j'étais le plus petit, en fait, à l'époque. Et il y avait un truc de. Ok, on se met tous contre lui, et en fait. On va le tabasser, on va le foutre dans le champ, parce que j'ai vécu à la campagne et tout. Et en fait, il s'est passé un truc bizarre, c'est que ça aussi j'ai analysé il y a peu de temps. Arrivé au lycée, je changeais complètement donc je changeais de lycée en fait. Je passais du collège au lycée dans la plus grande ville, à Tourcoing, n'est-ce pas, dans le Nord, n'est-ce pas. Et j'allais changer d'établissement, donc en fait j'allais perdre cette bande de vue, quoi, en tout cas a priori. Et dans les 2-3 mois d'été, j'ai pris 15 cm. Ça n'existe pas dans la vie, personne ne prend 15 cm. Mais j'ai vraiment pris pendant 3 mois 15 cm, j'ai poussé de ouf. Ce qui fait que déjà, je pense que je me suis affirmé physiquement, parce qu'en fait j'étais plus grand qu'eux, d'un coup d'un seul. Et puis, c'était amusant parce qu'en fait, j'ai coupé les ponts avec eux. Plus jamais ça. Et alors, pour l'anecdote, et c'est là que tu te rends compte qu'en fait, tu es juste en train de reproduire tes trucs comme un con. Je suis rentré dans une classe où j'avais personne de mon ancien collège. Ça a été très dur pour moi pendant une semaine. Et j'avais ce mec, en fait, qui jouait à la Super Nintendo à l'époque. Parce que toi, tu sais, je suis extrêmement vieux. Et il avait une Super Nintendo. Et en fait, on a tilté en fait, au bout de 2 jours. Et pendant les tout premiers jours de notre relation, en fait, de la découverte de l'amitié, je le bolossais. Et il a eu ce réflexe génial un jour de me dire, mais alors lui, de faire preuve de vulnérabilité totale, en me disant... Pourquoi tu me parles mal en fait? Pourquoi t'es pas sympa avec moi? C'est pas cool parce qu'en fait moi je t'aime beaucoup et pourquoi tu fais ça? Et là j'ai cliqué, j'ai fait ah mais ouais, je suis juste en train de faire le connard comme je me suis fait prendre comme un con. Et t'as réussi à l'annuler directement? Ah ouais, tout de suite. Alors du jour au lendemain vraiment. Et en fait on s'est revus il y a pas très longtemps d'ailleurs à l'amicale des anciens du collège. Tu fais ça? Tu fais ce genre de choses? Non, c'est faux. Non. Non, c'est juste on s'était un peu perdu de vue et on a réussi à recliquer. Coucou Gilou si tu m'écoutes. Et en fait je lui ai dit merci, parce que je lui ai dit, mais je pense que tu te rends pas compte à quel point tu as changé ma vie, en fait, juste sur cette question et sur cette marque de vulnérabilité totale, parce que lui, il était là. En fait, ça me fait mal quand tu dis ça, pourquoi tu fais ça avec moi? Je pense que lui, s'était pas fait harceler auparavant dans son collège. Et là, je me suis dit, ah, mais putain, t'es vraiment en train de juste être con comme tes potes, entre guillemets, et t'es con avant toi, quoi. Est-ce que le fait d'être un peu... victimisé, chez toi, ça a créé un genre de besoin de protection, de protéger? Ah non, de protéger quoi? D'autres gens. Peut-être, je sais pas. En tout cas, ça a créé un feu à l'intérieur. C'était pendant longtemps en fait, ça a été un énorme fuel pour moi, un moteur de fou quoi. Tu disais quoi? En fait, c'était ridicule en plus parce que je sais pas ce que sont devenus ces mecs entre temps parce que j'ai même pas cherché leurs traces sur Facebook, je sais pas où ils sont. Mais en fait, je me suis dit, tu vas voir ce que tu vas voir.
tu vas voir ce que tu vas voir. Et en fait, j'avais vraiment un truc de dépassement de moi qui tournait autour de ça aussi, qui tournait autour de je vaux plus que ça en fait, je vaux mieux que ça, et il n'est pas question que ces mecs-là aient la moindre emprise sur ma future vie. Ce qui est complètement faux en plus, parce que ça je le découvrirai beaucoup plus tard, mais j'ai réglé ça parce que c'était pas une façon de le régler, quoi, tu vois, c'était juste une façon de l'évacuer en disant on s'en bat les couilles, en fait je vais juste le combattre. Comment tu l'as réglé? En thérapie. Avec une... en thérapie plus tard. Comme beaucoup, hein. Ouais. Ouais, moi j'ai vu un psy aussi, hein. Je sais pas si je l'ai déjà dit dans Nouvelle. Exclusivité. Coming out. J'ai vu pendant 2 ans. J'ai arrêté de voir au bout d'un moment parce que je trouvais qu'on tournait un peu en rond. Quand j'en ai parlé au départ, j'ai eu des réactions familiales du genre c'est pour les fous, tu sais. Ah, bien sûr, c'est un grand classique. C'est le classique, quoi. Et du coup, je trouve ça terrible à quel point c'est les gens les plus proches de toi qui peuvent donner les conseils les plus nocifs, tu sais. Et tu projettes leur truc, quoi. Et j'y suis allé. Et Bravo. Je trouve que ce n'est pas pour les fous. Je trouve que c'est bien l'inverse, en fait. Mais t'es fou, au contraire. De vouloir se soigner, de vouloir s'améliorer. En tout cas, ça me paraît une démarche très saine. Tu te rends compte à quel point on prend soin de notre corps en allant chez le Toubib, le trou de la Sécu, en est témoin, n'est-ce pas? Et en revanche, pour ce qui est de prendre soin de notre âme, là, tout de suite, c'est pas possible, quoi. Alors, peut-être ça se démocratise, je sais pas, peut-être. Mais en tout cas, il y a 10 ans, pour moi, aller chez le psy, c'était pour les fous, quoi. C'est intéressant que tu dises ça. C'est Marina Rollman, je crois, qui disait, elle était passée il y a quelques mois, il y a longtemps, mais qui disait ce serait impensable de faire sa vie sans jamais soigner son âme, quoi, alors qu'on soigne le reste tout le temps. Et c'est vrai que c'est absurde quand il pense. Et jusque-là, en fait, avant que j'ai eu une urgence, dont on parlera peut-être après, pour moi, c'était, en fait, aller chez un psy, c'est cool, mais ça va, j'irai... Enfin, j'en ai pas besoin, quoi. Mais c'est tellement faux, on en a tous besoin. Et en fait, je compte mettre assez vite mes enfants, si elles le souhaitent en tout cas, chez un psy pour leur expliquer. Je pense qu'elles ont vu de toute façon les bienfaits que ça a eu chez moi, pour leur expliquer à quel point ça fait du bien de soigner l'âme, quoi. Et ouais, en fait, moi, je pense même, je pense que tout le monde devrait essayer, parce qu'en fait, c'est juste un essai, quoi. Si t'aimes pas voir un psy, t'es pas obligé de voir un psy, mais c'est complètement con de dire non, j'y vais pas parce que, comme à chaque fois que tu dis non, je le fais pas parce que, en fait, c'est absurde de pas vouloir essayer. C'est comme jamais aller voir un nouveau film parce que, je sais pas, parce que t'aimes bien le film que tu connais, tu vois. Et voilà pour cette parenthèse sur les psys. Et donc. Faut quand même qu'on parle de Mademoiselle un peu. Et j'ai pas envie qu'on fasse toute l'histoire de Mademoiselle parce que tu en as déjà parlé. Mais du coup, c'est intéressant tout ce que tu dis sur le fait que tu sais que tu te sois fait bolosser, ta relation avec ta femme, le fait que tu sois curieux là-dessus. Parce que quand je suis allé, grâce à ton invitation à la soirée Mademoiselle, il y a quelques semaines, en fait, c'était la première fois que je voyais ça. Une soirée avec que des meufs déjà. Il n'y a pas que mais des non, meufs. mais bon, beaucoup. Non, mais c'est pas ça que je voulais dire. Il y a plus de meufs que dans les soirées classiques, quoi. Mais c'est pas ça que je voulais dire. C'est la première fois que je voyais une soirée en boîte où j'avais l'impression en fait que tu avais créé une sorte d'espace sécurisé, tu sais, pour les femmes, quoi. C'est-à-dire que toutes les filles avaient l'air, alors, je sais pas si on dit filles, femmes, avaient l'air vraiment à l'aise et épanoui et de passer un super moment. En fait, ça m'a fait penser exactement aux soirées d'anniversaire dans les apparts de filles où t'as peut-être 2-3 mecs qui sont là, mais c'est surtout une soirée de filles, quoi. Et j'ai trouvé ça super cool de pouvoir voir ça avec mon pote. J'étais avec mon pote et j'avais vraiment l'impression que j'avais jamais vu un truc comme ça. Et ce que ça m'a fait me dire, c'est alors en fait, si je me dis ça maintenant, c'est peut-être que le reste de l'espace n'est pas très sécurisé, tu vois. Je pense que c'est dramatique pour une fille de sortir en boîte aujourd'hui. Tu passes ton temps à te faire alpaguer. C'est un truc qui est très compliqué en tant que mec. Enfin, c'est très compliqué de se projeter en tant que mec dans cette situation-là et de se mettre dans ses pompes parce que ça n'arrive jamais. Ça arrive en bar ou boîte gay. Alors voilà, peut-être que c'est... Mais pour l'avoir déjà fait 1 ou 2 fois, j'ai trouvé ça extrêmement relou. En fait, ça a été marrant 5 minutes. Ah, c'est marrant, on se fait brancher par des mecs. Et après, c'était là, ouais, c'est relou, on peut pas faire quoi que ce soit, on peut pas, tu vois, pas faire 5 mètres sans... C'est peut-être ça qu'il faut faire, en fait, c'est emmener tous les harceleurs de rue dans des boîtes, dans des bars et des boîtes gays, pour qu'ils juste se mettent dans la peau des meufs à qui ils parlent, en fait.
En fait, les soirées Mademoiselle, tu dis c'est des espaces sécurisés. Pour moi, c'est pas des espaces sécurisés puisqu'on fait rentrer. Non, mais quand je disais sécurisé, c'était dans le sens on se sent en sécurité, tu vois. Voilà. C'est safe. Non, je voulais pas dire sécurisé dans le sens les hommes ne rentrent pas. C'est plus l'endroit, l'ambiance est safe, quoi, tu vois. J'arrive pas à trouver, je sais pas c'est quoi le mot en français. Je sais pas. Sûr, ouais. Quoi. Ouais, c'est ça. Mais en fait, je sais pas vraiment d'où ça vient. C'est-à-dire que la sécurité de la Bellevilloise, parce que ça se passe à la Bellevilloise, est briefée à fond sur... En fait, tous les mecs qui sont un peu trop relous, en fait, on les dégage. Puis pareil, si les meufs sont relous aussi, on les dégage. Et ils ont vraiment un briefing particulier par rapport à ça. Et après, en fait, il y a des mecs relous, tu vois, dans les soirées Mademoiselle aussi, parce que c'est la vie aussi, c'est la vraie vie. Donc il y a un moment donné où, moi, ce qui me fait marrer, en fait, c'est de voir les lectrices de Mad rembarrer les mecs comme ils sont sans doute jamais fait rembarrer de leur vie. Moi, j'ai vu ça c'est aussi, très marrant, quoi. J'ai vu ça à la soirée, pour le coup, on dansait, il y avait 2 filles devant nous, et là, il y a un mec qui débarque et qui passe sa main dans le dos de la fille, avec la classique. Et elle se retourne et les 2 filles lui font « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et le mec était... Et nous, on était morts de rire parce qu'on l'a vraiment vu en direct, quoi. Et c'était assez marrant, voilà. C'était un moment sympa de la soirée. Et en fait, je voulais te demander, parce que j'ai rencontré des filles récemment qui m'ont parlé je leur ai parlé de Mademoiselle. Elles m'ont dit « Ah ouais, Mademoiselle, ça a vraiment... ça a changé notre vie, tu vois. » Et en fait... Je ressens vraiment comme l'impression que t'as réussi à créer un endroit un peu, ce que je disais, un peu sécurisé ou un peu confortable, en tout cas pour les filles, les femmes. Est-ce que c'était ça que t'avais en tête quand t'as créé Mademoiselle ? Tu te disais, je veux créer un endroit comme ça, ou est-ce que tu te disais juste, il y a un créneau pour parler des... Non, mais parce que c'est pour être ça, tu pourrais te dire. En fait, si j'ai créé Mademoiselle, c'est parce que avant ça, j'ai monté le site internet de Pimki. Chez Pimki, j'ai monté, parce qu'ils m'ont laissé un peu faire ce que je voulais, c'était en 1998, ils s'en foutaient un peu de l'internet, ils m'ont laissé faire ce que je voulais, c'était marrant, et j'ai fait un magazine pour les clients de Pimki, en fait, un magazine plutôt pour les ados, donc on va dire 12-16 ans, quoi. Et en quittant Pimki, j'avais envie de monter ma boîte, moi, enfin même en rentrant chez Pimki, j'avais déjà envie de monter ma boîte, et je me suis dit, en fait, c'est bon, j'ai un peu fait le tour du monde des adolescents, etc., et en fait, je voudrais essayer d'aller chercher peut-être... la tranche d'âge d'après, et en fait je me suis rendu compte en creusant un peu qu'il y avait vraiment personne qui s'adressait à ce public-là, qui est un public un peu bizarre parce que t'es un peu entre 2 âges, c'est-à-dire que t'es pas encore tout à fait adulte. La société attend de toi que tu sois un adulte quand tu as une maison, un boulot, moi je serais jamais des enfants, etc. Enfin, tu vois, et t'es plus ado, et en fait t'as pas envie d'y revenir parce que tu t'en sors, et surtout pas. Et surtout, en fait, je me suis rendu compte en creusant un peu que c'est un âge génial, parce qu'en fait c'est un âge où il se passe plein de premières fois, vraiment tout plein de premières fois, que ce soit d'un point de vue amoureux, professionnel, on va dire en termes de vie de famille aussi, parce que tu quittes éventuellement la maison de tes parents, etc. Et je me suis dit, putain, mais c'est l'âge des possibles, en fait. C'est l'âge où tu peux décider de tout faire ou de changer complètement de truc parce que t'es parti sur une voie et qu'à un moment donné, tu dis, en fait, non, je me suis planté, il faut que j'aille ailleurs. Je dis pas que c'est pas possible à 40 ans, mais en tout cas, dans ma position, moi, aujourd'hui, je me dis que c'est beaucoup plus compliqué de dire, je change tout, parce que t'as un coup d'un seul, t'as 2 mômes derrière toi, ta femme, qui elle-même a sa propre carrière, etc. Et donc assez naturellement, en fait, je suis venu vers cette tranche d'âge-là. Après, je sais pas trop ce que j'avais envie de créer. Moi, tout ce que j'avais envie de créer, en fait, c'était un espace qui me ressemble, ou un espace de liberté, c'est fou quand même à quel point les meufs, elles sont pas bien par plein d'aspects, à quel point les médias leur renvoient une image qui est compliquée, qui est contraignante, qui est pleine d'injonctions, etc. Et je me suis dit, pourquoi on n'amènerait pas plus une voix de la vraie vie qui ressemblerait à un truc des vraies meufs, quoi. Et voilà. Et en fait, au fur et à mesure, c'est vrai que c'est dessiné la ligne édito, on va dire, qui est celle d'aujourd'hui, c'est-à-dire qui a un côté, comme tu dis, en fait, on vous donne la parole, on fait en sorte de vous filer, de vous montrer un petit peu comment ça peut se passer, de vous montrer d'autres points de vue aussi, éventuellement, de vous montrer, il y a une lectrice qui disait ça, on a fait une petite vidéo à la sortie de
à la sortie de la Régie Pub, quand on a créé la Régie Pub il y a 3 ans, et une lectrice qui disait ça, elle disait c'est génial en fait parce qu'il y a plein d'histoires différentes en fait sur Mademoiselle, et moi quand je suis dans mon petit village en fait des histoires il y en a pas beaucoup quoi, et c'est vraiment ça pour moi le truc, c'est-à-dire c'est à quoi ça sert Mademoiselle, ça sert à te montrer qu'en fait il y a une possibilité d'autre vie que simplement ton existence à toi qui est dans ton précaré de ta famille, tes amis, tes profs, et puis ouvrir le champ des possibles quoi. Ouvrir le champ des possibles, sortir des sentiers battus. Oh putain. le mec ramène tout à lui. Non, il est très fort. Ah ouais, c'est clair. La critique principale. Il y a un deuxième truc, en plus d'ouvrir le champ des possibles. Alors j'oublie toujours le mot français pour dire ça, mais tu sais, c'est en anglais ils disent empowerment. Non, nous on l'a appelé ça empouvoirment sur Mademoiselle, on s'est fait moquer. Empouvoirment. Ouais. T'as vu, tu te moques aussi, je te vois bien en train de te moquer. C'est complètement naze. Non, c'est pas complètement naze en fait. Ce qui est dommage, c'est qu'il n'existe pas de mot en français pour dire empouvoirment, empowerment, ça n'existe pas. Donc nous on s'est dit comment on fait. On a fait une vraie semaine de l'empouvoirment sur Mademoiselle l'année passée en disant venez les meufs, en fait on décide de prendre de conquérir le monde, et avant de conquérir le monde en fait on va faire en sorte de soi-même se conquérir, et c'est un peu la ligne globalement de Mad c'est ça, ouais. En termes de self-help. On a pas mal bossé le développement personnel, tu vois, de leur montrer des trucs, les croyances limitantes, qu'est-ce que c'est, de leur parler du syndrome de l'imposteur, de leur parler de tous les trucs qui font que il y a un moment donné où dans ta vie tu rencontres des trucs, tu sais pas pourquoi, des obstacles, tu sais pas pourquoi tu les rencontres, et puis un jour tu lis un article ou tu vois une vidéo sur internet sur Mademoiselle et tu te dis ah putain c'est ça, je comprends mieux. Et pour moi c'est exactement ça quoi. Et même avec les gens que tu recrutes, parce que tu recrutes des gens, même des femmes qui sont souvent assez jeunes, et après on a l'impression que chez Mademoiselle elles font leur classe un peu souvent, ouais, c'est un peu ça. Elles produisent, elles vont commencer à créer en fait, à produire. C'est une nouvelle école. Oh lol. Et après elles partent et elles prennent un peu leur envol quoi. T'en as rencontré? Il y en a plein qui sont passés sur Nouvelle École. Sophie-Marie Larouille, Jack Parker, Marion Séclin, il y en a peut-être même d'autres que j'oublie, je sais pas. Et en fait c'est presque c'est une école aussi le truc que tu as créé dans un sens. Je l'ai pas fait en me disant je vais monter une école en fait, mais je l'ai fait en me disant je veux avoir des personnalités plutôt que d'avoir des gens qui ont des diplômes. Et en fait peu importe quel est ton diplôme quand tu postules chez Mademoiselle, moi ce qui m'intéresse c'est ta voix. C'est ce que tu as raconté, c'est ton histoire, c'est qui tu es. Alors effectivement, c'est intéressant de savoir. Il y a des filles qui m'ont dit, mais pourquoi on doit envoyer un CV alors si tu t'intéresses pas à nos études, en fait pour savoir d'où tu viens. En fait, si tu as fait de la psycho ou que tu es ingénieur, c'est pas vraiment le même parcours et t'as pas la même histoire à raconter. Mais pour moi, c'est exactement ça. C'est-à-dire, Jack, par exemple, que tu as rencontré, on s'est rencontrés quand elle avait 15 ans. Elle était à l'époque lectrice du site de Pinky. Et en fait, cette fille, je pense qu'on a vraiment grandi ensemble aussi, et je pense que je lui ai vraiment filé pas mal de coups de main à l'époque, et aujourd'hui, en fait, je suis tellement fier de voir où elle en est. Pareil pour Sophie-Marie, et puis il y en a plein, vraiment, il y en a plus ça va, plus il y en a. On peut parler de Cyrielle aussi, qui était la graphiste chez Mademoiselle et qui a sorti cette BD en sortant de chez Maître qui s'appelle Le vrai sexe de la vraie vie. Alison Wheeler aussi, qui a fait ses toutes premières vidéos sur Internet avant d'être chez Canal, avant d'être chez Bagel, chez Mademoiselle. Maxime Muscat aussi, avec qui on a fait des trucs. Qu'est-ce que tu leur dis en fait du coup ? Qu'est-ce que tu essayes de créer chez elles ? En tout cas d'entretenir ou de la confiance en elle. C'est ça qui manque. Ouais, à la base. Ouais, de la confiance. Et en fait, je pense que c'est ce qui manque aujourd'hui le plus dans l'éducation globale qu'on peut donner à nos enfants, etc. C'est au nom de quoi, en tant qu'adulte, tu te dis c'est cool de bolosser mon gamin parce qu'en fait, ça va lui apprendre la vraie vie. Ok, cool, mais en attendant dehors. Il va s'en prendre déjà plein la gueule. Donc si toi, tu peux faire en sorte de lui amener un maximum de confiance et on va dire de gonfler l'ego, alors pas l'ego pour faire en sorte qu'ils finissent par avoir une tronche énorme, mais en tout cas de leur filer de la confiance, plus de confiance en elle possible. Et je pense que c'est l'un des trucs que je fais, c'est-à-dire, en fait, t'as des trucs à me raconter, t'as des histoires à me raconter, vas-y, raconte-les-moi, et fais-le, quoi. Et puis on va voir ce que ça donne. Et puis parfois ça marche, parfois ça marche pas. Si ça marche pas, on apprend. Et en fait, on apprend. Il y a
la prof de Kim, donc qui est ma seconde, qui au CP, hein, vraiment génial. C'est en se trompant qu'on apprend. Et c'était sa phrase en fait. Donc c'était pour déculpabiliser de se planter parfois. Dès le CP, j'ai trouvé que c'était génial parce que je pense que c'est vraiment une phrase super. C'est en se trompant qu'on apprend. Et en fait, c'est vraiment ça. C'est plante-toi et en fait c'est pas très grave. Tu vas apprendre des trucs et en fait la prochaine fois tu feras mieux. Et Marion, avant d'arriver à faire Marion Séclin, avant d'en arriver là où elle en est arrivée, on a fait des vidéos, on a fait plein de trucs et il y a des trucs sur lesquels c'était moins bien que d'autres, on a fini par apprendre, mais pareil pour toutes les autres, quoi. Donc c'est ça que tu dis, c'est fais-le en fait. Ah oui, tout le temps. C'est vas-y, fais-le et puis en fait on va voir ce que ça donne. Mais c'est bizarre parce que elles ont d'abord au premier abord ce truc de en fait j'ose pas. Pourquoi t'oses pas? Parce que peut-être je vais me planter. Ou peut-être, si je le fais, peut-être que je peux réussir aussi. Je pense qu'il y a aussi cette peur de la réussite. Et moi, mon simple truc, c'est de leur dire, mais t'as raison, en fait. Il y a beaucoup de meufs qui s'excusent, après être rentrées chez Mademoiselle, de continuer à être là, en fait. Et c'est vrai que plus ça va, moins j'ai de patience, entre guillemets, par rapport à ce truc de syndrome de l'imposteur. Avant, j'avais tendance à les prendre par la main et en fait à leur dire tu vas voir, ça va bien se passer, etc. Et en fait plus ça va, plus maintenant je leur dis tout de suite mais t'as raison, en fait on a reçu 300 CV et en fait t'es la seule qui valait le coup et qu'on a décidé d'embaucher et en fait t'es encore là en train de t'excuser d'être là. Non, fais pas ça, quoi. Vraiment, t'es là, donc welcome et vas-y, viens, fais des trucs. Et ça c'est très très fort. Je me souviens quand j'ai quand t'as le syndrome de l'imposteur, que tu l'as jusqu'au bout, quand j'ai eu Sciences Po Grenoble. En fait, je l'avais raté la première fois. Mais vraiment, je l'avais bien raté, quoi. Du coup, j'étais parti à la fac et puis je l'avais tenté directement le concours passerelle pour entrer en deuxième année. Et là, je l'ai réussi. Une grosse surprise, je l'ai réussi. En plus, j'étais un peu tombé malade la veille du concours et tout. Je pensais vraiment pas que je l'aurais. Et je me dis, c'est bizarre, quoi, que j'ai eu le concours. Et puis j'arrive et puis j'avais pas accès à mes notes. Il y avait des gens qui avaient accès à leurs notes. Moi, j'y avais pas accès. Je me dis, mais en fait, c'est sûr qu'ils m'ont fait rentrer pour faire plus d'élèves, comme ça ils font plus de chiffre d'affaires parce qu'apparemment ils ont des problèmes financiers. Ah bah voilà. Tu vois ? Ouais. Et du coup c'est pour ça que j'ai pas accès à mes notes, parce que je l'ai peut-être pas eu mais qu'ils m'ont fait quand même passer pour avoir plus d'élèves, tu vois, sur des trucs. Ah voilà, et puis c'est ça, c'est fou. Il y a des filles qui rentrent chez Mademoiselle et qui s'excusent d'exister, de continuer à exister en pensant que si je les ai prises, c'est pour leur faire plaisir ou je sais pas quoi, mais c'est hallucinant. Ça fait 12 ans, bientôt 13 que tu as créé Mademoiselle. Ouais. Avec toutes ces personnes dont on a parlé qui sont passées par là, tout ce que tu as réussi à créer. Et donc, parlons-en. Il y a environ 1 an, si je vais raconter et tu me dis si je me trompe, il y a eu des comptes Twitter anonymes, enfin des comptes Twitter classiques avec des pseudos, qui ont tweeté des messages à ton égard disant que tu avais eu des comportements de harcèlement sur ton lieu de travail avec tes employés. Je sais plus si c'était. Alors je sais là, c'est là que j'arrive plus dans les détails, mais je sais plus si c'était harcèlement moral ou harcèlement sexuel. Les deux, j'ai eu droit aux deux. Et ça a fait un gros buzz, un bad buzz, qui a même été brandé Bademoiselle. Et quand on tape ton nom sur Google, Fabrice Florent, en tout cas pour l'instant c'est toujours le cas, on tombe sur ça, quasiment en premier, quoi. En tout cas c'est en haut de la première page, donc Fabrice Florent Mademoiselle, et en dessous on voit Fabrice Florent et des histoires de harcèlement. Je sais que tu as déposé plainte contre des anonymes, du coup, ou contre... Il y a un compte anonyme en fait qui a relayé des témoignages anonymes. Et donc oui, j'ai déposé plainte, mais c'est long en fait parce que c'est une plainte contre X, donc ça nécessite enquête, juge d'instruction, etc., quoi. Je sais que tu as déposé plainte, c'est pour en gros, je sais pas exactement de quoi tu as le droit ou l'envie de parler, et moi je sais pas, je connais pas tous les tenants et les aboutissants de ce truc-là, mais ce que je voulais savoir en fait c'est qu'est-ce qui s'est passé quand il y a eu ça, comment t'as réagi d'abord en fait quand ce truc est sorti. Tu veux dire le soir même ? Ouais. Je sais plus. En fait, je t'avoue que le soir même, j'ai pris ça comme un énorme coup de poing dans le ventre, en fait, et je me suis dit, ok, c'est mon tour. Ça y est, je sais que je connais l'Internet. Ton tour de quoi ? C'est mon tour de m'en prendre plein la gueule, vraiment.
Quand ce truc sort, moi je suis au restaurant avec deux de mes salariés, et en fait assez rapidement il y a une lectrice qui me poque sur le forum en disant tiens, il y a ce truc là qui est sorti sur Twitter, Fabrice, qu'est-ce qu'il en est, quoi. Et moi je vois le truc et je vois les messages et je me dis mais d'où ça sort, à quel moment, qu'est-ce que j'ai pu faire pour que on me renvoie ça, parce que moi dans ma tête, et ça a été compliqué pour moi parce que vraiment je me suis tout de suite dit mais qu'est-ce que j'ai pu faire pour susciter une telle colère et une telle haine, parce que je suis pas un harceleur, moi, donc tout ce qui est raconté sur ces comptes est faux ou détourné ou sorti de son contexte, et c'est complètement, la manière de faire est complètement abjecte en fait, parce que donc il y a Balance ton porc qui est sorti dernièrement, et en fait il y a au moins un truc, il y a beaucoup de gens qui ont râlé sur l'aspect tribunal populaire, etc. Mais au moins les gens qui sortaient sur Balance ton porc, ils sortaient en leur nom, quoi. L'aspect reprendre des SMS comme ça et les publier comme ça de façon, je sais pas qui c'est en fait, je ne sais pas qui c'est. Donc il y a un vrai truc de j'aurais aimé en discuter avec ces personnes-là en fait avant que ça sorte sous cette forme-là. Il y a rien qui est sorti quand il y a eu Balance ton porc? Non, non, parce qu'en fait j'ai attendu, et moi j'ai vu tous les trucs qui sont sortis sur Balance ton porc, mais je ne fais pas ça, moi. Je ne suis pas comme ça. Je ne suis pas un mec qui plaque des meufs, qui les embrasse de force. J'ai jamais fait ça de ma vie, quoi. Ça me paraît lunaire, quoi. Je suis un mec qui est respectueux des autres êtres humains, quoi. Et t'as fait quoi, du coup? Le soir même? Qu'est-ce que t'as fait en réaction à ce truc-là, ouais? Alors, mon corps a demandé à shut down, c'est-à-dire que j'ai déjà pleuré toutes les larmes de mon corps, et en fait, à un moment donné, je me suis endormi. Mais vraiment, c'était coupure, il n'y a plus personne. J'ai eu assez vite des pensées suicidaires, en fait, parce que je me suis dit, mais c'est chaud. J'ai monté tout ça pendant 12 piges. Alors après, on n'a pas tout raconté de l'histoire, mais vraiment, Mademoiselle, ça n'a pas forcément été une partie de plaisir. Monter un média indépendant dans Internet, en faisant en sorte de gagner son argent par la pub, tout en ayant un minimum d'éthique éditoriale, etc. C'est se mettre pas mal de bâtons dans les roues, si tu veux. Donc, je me suis pas payé, par exemple, pendant 7 piges. Et c'est ma femme qui a payé l'intégralité de tout notre foyer pendant 7 ans. Merci à elle, vraiment. Sans elle, alors je le dis maintenant parce que en fait, pendant un long moment, j'osais pas le dire parce qu'il y avait un côté, je voulais pas faire misérabiliste, tu sais, mais c'est tellement con jamais avoir raconté cette histoire-là, parce que je le dis aux lectrices, en fait, je le dis, mais aujourd'hui, si Mademoiselle existe et si vous pouvez profiter de tout ça, c'est parce que, en fait, ma meuf a payé pendant 7 ans. J'ai rapporté 0 € au foyer, et elle a tout payé. Voilà. Donc, et elle a tout payé, et dans un deal, on va dire, de couple, tu vois, un deal de couple ou un partenariat de couple qui était parfois un peu brinque-ballant, si tu veux, parce que même si elle a toujours été hyper derrière moi, elle aussi, elle s'est chopée des périodes de stress un peu compliquées, où elle venait me dire, alors, est-ce qu'un jour ça tombe, quoi? Et je te dis ça, c'était vraiment anecdotique, quoi, parce que sur les 7 piges, elle a été ma femme est une force de la nature. Elle est fabuleuse, quoi. Je sais pas comment dire autrement, vraiment. Si vous êtes une mademoiselle et que vous écoutez Mademoiselle et que vous écoutez Nouvelle École, sans Catherine Florent, il n'y aurait pas de Mademoiselle aujourd'hui, je peux vous le dire. Et en fait, assez naturellement, je me suis dit, mais récolter ce monceau de caca sur la gueule de la part qui vient de tu ne sais pas où, à quoi ça sert, quoi? Et Mademoiselle, c'est ma vie, tu vois. Je pense que tu as rencontré pas mal d'entrepreneurs, et il y a un vrai truc tu montes ton projet, et en fait, tu montes ton projet, t'es pas là pour rigoler. L'intégralité de ton entourage ne comprend pas ce que tu fais, sauf les autres entrepreneurs, qui comprennent pas pourquoi tu es à fond là-dedans. Moi, Mademoiselle, c'est ma life. Et en fait, le fait que Mademoiselle décide de vouloir, en tout
cas de m'amener à me foutre en l'air, vraiment, ça a été chaud, quoi. Je te raconte la suite. Ouais, je veux la suite. Ouais. Bah, en fait, ça a été les jours d'après ont été assez compliqués parce que en plus, ça n'avait pas que des retombées sur moi. Ça a fortement heurté le reste de l'équipe qui était là et qui me disait mais qui m'ont soutenu à fond la caisse. Il y a des gens qui sont partis ou qui t'ont pas soutenu ou... Tu veux dire dans ton équipe? Non, surtout pas. Non, tout le monde était là, à soutien total. Et en fait, on a eu une réunion où je leur ai dit si j'ai fait à un moment donné des trucs qui ont déconné, où j'ai eu des gestes déplacés, je pense pas, mais si j'ai eu des gestes où j'ai dit des trucs que vous avez pu juger déplacés, dites-le moi maintenant, en fait, parce que c'est le moment ou jamais. Je suis prêt à l'entendre et j'ai toujours été prêt à l'entendre. Je suis pas du genre à pas. À être borné, tu vois, quand tu viens me dire désolé mais là t'es con avec moi, ou alors tu te comportes pas bien, ou je suis pas d'accord avec toi, parce que je vais jamais dire non, retourne à ta place toi, je veux pas te parler. Non, au contraire, explique-moi pourquoi, je suis toujours prêt à m'améliorer moi et à grandir. C'est un peu ça aussi qui m'a frustré, c'est-à-dire que j'ai toujours eu ce réflexe managérial de venir dire en fait, alors je le disais pas aussi clairement, mais maintenant je l'ai affiné vraiment, c'est-à-dire désobéissez-moi le plus possible. On vous apprend dans l'éducation nationale, vos parents, tout ça, tous les adultes vous apprennent depuis toute petite à obéir. En fait, moi, je veux juste que vous me disiez ce qui se passe dans votre tronche et à me désobéir si jamais vous trouvez que je suis à côté de la plaque. Ça a été mon truc, c'est-à-dire que si Mademoiselle est devenue ce qu'est Mademoiselle aujourd'hui, c'est parce que j'ai incité les membres de l'équipe à faire des trucs, à me dire non, en fait là t'es à côté de la plaque parce que ça marche pas, parce que c'est pas bon. Et moi j'ai jamais été dans la cible de Mademoiselle de base, tu vois, je suis un mec, donc j'ai toujours été dans une forme de curiosité et d'écoute. Il y a notamment une anecdote sur le harcèlement de rue où en tout début 2010-2011, on parlait pas encore du harcèlement de rue à l'époque, etc. Mais en fait, j'ai été le premier à venir dire, quand les meufs se pointaient au bureau le matin, à dire ah putain, il y a encore cet ouvrier là, il m'a sifflé, il est relou. Et moi, bien sûr, mon premier réflexe, ça a été de faire t'es content en fait, il t'a fait un compliment, il t'a dragué, c'est cool. Et elles m'ont dit non, pourquoi tu dis ça, c'est nul. Alors là, je pense que ma force ou ma qualité, c'est de venir faire ah bon, mais pourquoi tu dis ça, plutôt que de faire ça va, je suis sûr, tu mens. Non, j'ai toujours été dans pourquoi tu me racontes ça. J'adore pourquoi. C'est tellement la meilleure question. La question pourquoi. Pourquoi. C'est la seule question que je pose. C'est la seule question qui vaut dans la vie. Ouais. Pourquoi. Et c'est ce pourquoi qui m'a amené. Donc effectivement, en fait, pour revenir à cette histoire de Mademoiselle, les membres de l'équipe t'imagines, en fait, t'es chez Mademoiselle, t'es dans cette boîte qui est réputée être cool, etc., ou qui incite les meufs à faire des choses, etc. La boîte est cool dans le sens, on n'est pas cool, ça reste une entreprise, il faut quand même écrire des papiers, mais en fait on fait en sorte, il faut quand même faire tourner la boutique, parce que c'est pas non plus une colo, mais on fait en sorte de le faire dans des bonnes conditions, et dans des conditions qui soient sympas pour tout le monde et qui soient agréables et où tout le monde s'y retrouve. Et donc forcément, en fait, tous les copains, les mecs, l'entourage en fait global sont allés les voir en leur disant ça va toi, mais pas un ça va sympa, un ça va de raconte-moi les ragots. Toi aussi t'es passé à la casserole, ou comment ça se passe? Il est aussi salaud qu'on le dit, le chauve. Il l'a été avec toi ou pas? Et ça a été très très dur pour beaucoup de membres de l'équipe de surpasser ça, quoi. Et Clémence, la première, en fait, qui a été que je venais de nommer rédac chef 15 jours avant, pour moi, c'était une sorte d'apothéose, tu vois, dans mon système, parce que j'ai été rédac chef, en fait, pendant toutes ces années-là, et mon objectif, c'était de refiler la rédac chef à une Mademoiselle. Et j'ai jamais réussi, parce que, j'avais pas de sous pour créer un poste de plus, et 2, j'avais pas forcément la personne sous la main, quoi. Et donc Clémence qui un jour se lève et me dit en fait moi je veux bien être rédac chef, mais je veux me barrer en Indonésie pendant 2 mois pour apprendre à faire de la plongée, etc. Et je lui dis cool, en fait pourquoi pas, avec grand plaisir, ça peut être un vrai truc. En revanche
va en Indonésie, tu vas à fond la caisse. Peut-être tu reviens pas. Et si tu reviens, en fait, reviens pour devenir rédac chef et ça peut être cool. Et Clémence m'envoie une lettre de motivation 10 jours plus tard, 10 jours après son départ, qui m'a fait chialer, ma race, vraiment. J'ai fini par la publier sur Mad quand je l'ai annoncé. C'était une lettre d'une beauté dingue. En fait, quand toi, t'es entrepreneur, que t'es patron, que tu crées ton truc et que tu finis par arriver à mettre des gens dans ton projet de cette façon-là et qui sont capables de retranscrire avec leurs mots à eux et avec leurs émotions leur parcours, enfin en tout cas la façon dont ils le perçoivent, c'est fabuleux quoi. Et donc Clémence a eu droit à 15 jours où on était censé faire une transition, tu vois, pendant plusieurs mois. Clémence n'y a pas eu droit parce que moi après à un moment donné je me suis juste mis dans un coin et je sais pas ce qui s'est passé en fait. Entre le mois de septembre et le mois de janvier, t'étais en pilote automatique. Je sais pas. Je t'avoue que c'est vraiment la première fois que ça m'est arrivé de ma vie, mais je sais qu'on m'a amené dans des réunions, on m'a dit il faut que tu sois à des réunions. J'étais là parce qu'en fait je n'avais qu'une envie en fait, c'était de me barrer à l'autre bout du monde, vraiment. Et je voulais pas faire ça en fait parce que je voulais pas que les membres de l'équipe se disent putain le mec il s'est cassé quoi, il nous laisse tout seul. Donc je venais quand même et je pense que je faisais le taf, mais je sais plus ce qui s'est passé. Plus aucune idée. Qu'est-ce qui a fait que tu t'en es... À quel moment tu t'es dit j'en suis sorti de ce truc? Fin octobre dernier, 2017. D'accord, donc il y a 3 mois, un truc comme ça. Voilà. En fait, j'ai eu un déclic parce que mon premier réflexe, et je pense que beaucoup de gens font ça après un traumatisme, ça a été de dire ok, ça va aller, ça va bien se passer, roule, allez, on y va, hein, on y retourne. Notamment, donc cette histoire de Mademoiselle, c'était le mercredi ou le jeudi, je sais plus, le mercredi soir, je pense. Le jeudi, c'était compliqué. Le vendredi, il y a Rue 89 qui vient et qui fait un article. Cet article qui aurait 400 000 vues, quoi. Un truc de fou, vraiment. Et je sais que dans l'entourage, enfin l'électrice non pas du tout, pardon. Les membres de l'équipe et les anciennes m'envoient des messages pour me dire il y a Libé qui cherche à me contacter, il y a Arrêt sur Image qui cherche à me contacter. Je leur dis réponds de toute façon, appelle-les, réponds-leur. Donc je rentre et en fait je me dis peut-être que ça va repartir le lendemain, mais en fait assez rapidement, donc rien ne sort. Mais en revanche ça continue, hein, tu vois, c'est pas comme si ça s'est parti du jour au lendemain, mais rien ne sort dans la presse. Et à titre perso, en fait, assez rapidement, je me dis allez hop, je vais tout foutre sous un tapis et on va faire en sorte de bien aller, quoi. Et en fait 15 jours ou 3 semaines plus tard, j'ai Denis, donc, qui est mon associé, qui est un mec super, un vieux pote, et qui me dit je pense que je vais pas pouvoir t'aider et je pense que tu as besoin d'un coup de main. Et on raccroche, c'était un samedi matin, je me souviens très bien, et je me mets à m'écrouler en larmes tout seul. Alors je n'avais pas donc pleuré depuis le vendredi ou le samedi, tu vois, de fin septembre. Je me mets à pleurer pendant, je sais pas pourquoi. Et là je me dis ok, faut que j'aille voir une psy en fait, parce que c'est pas possible. L'histoire veut que, en fait, j'ai rencontré une meuf qui s'appelle Jeanne Sofachin, qui est très réputée dans le milieu des psys. L'après-midi même où s'est passée cette histoire de Mademoiselle. Pour un tout autre contexte, en fait, après-midi de boulot, on se rencontrait. Et en fait, j'ai assez tilté assez vite avec cette meuf et j'ai trouvé ça génial et je pense que c'était assez réciproque, quoi. Et donc, en fait, j'ai fini par la contacter pour lui dire je cherche un psy, est-ce que tu pourrais me recommander quelqu'un? Et en fait, elle m'a dit tu viens avec moi. Et en fait, j'ai eu droit à une thérapie en fait avec cette personne qui est fabuleuse en fait, qui m'a sauvé la vie aujourd'hui, et qui m'a vraiment c'est impossible de décrire le chemin que j'ai pu faire depuis 1 an, parce que c'est un tel bouleversement de toute ma façon de voir les choses, de ma capacité à gérer les émotions, qu'avant j'avais plutôt tendance à faire allez, on garde tout sur soi et puis on fait comme si de rien n'était, hein, tout va bien se passer.
gérer ma vulnérabilité aussi, tu vois, ne pas hésiter à venir lui donner, la montrer. Le fameux TEDx, le fameux TED de Brené Brown, là, la première fois que j'ai vu, j'ai pleuré. Comment il s'appelle, Vulnerability quelque chose? C'est ça, c'est sur la... Donc c'est Brené Brown, et c'est une meuf qui a bossé sur... D'abord, elle a bossé sur la honte publique, en fait. En fait, assez rapidement, elle s'est rendue compte que de la honte venait découler... la seule façon de s'en sortir vraiment, c'était de montrer qu'en fait... ça n'allait pas bien et que tu étais potentiellement vulnérable, quoi. Donc il y a un truc autour je sais plus exactement. Je retrouverai, je mettrai dans les notes. Mais donc elle fait tout un truc sur son propre rapport à sa propre vulnérabilité qui est fou vraiment. Et donc Jeanne m'a ouvert en fait à tous ces trucs-là et m'a montré que en fait une autre voie était possible. Et elle m'a radicalement changé d'état d'esprit. En fait, je me suis rendu compte avec le temps que j'avais vraiment associé Mademoiselle à ma potentielle mort, en fait. Comment ça ? Je voulais me suicider, mon pote. Tu vois, je voulais vraiment me foutre en l'air. C'était la première fois de ma vie que j'avais des pensées suicidaires. Moi, c'est pas du tout mon truc. Et je me suis dit, mais au départ, je partais du principe que j'allais, je sais pas, me séparer de Matt, enfin, tu vois, faire autre chose, trouver une autre façon de fonctionner, etc. Et en fait, avec le temps, je me suis dit, mais non, c'est pas possible, en fait. J'ai besoin, d'un moment donné, ce projet, c'est ma vie, quoi. Donc, j'y fais moins de choses qu'avant, c'est-à-dire que j'y fais moins de choses, non pas, j'y fais moins de choses, mais en tout cas, je fais des trucs différents d'avant, parce que j'ai refilé la rédac chef à Clémence. Clémence qui a été fabuleuse aussi pendant toute cette année-là, toute l'équipe qui a été là était vraiment géniale. Elles m'ont soutenu, j'étais dans un état, mais dramatique, quoi. Et Clémence a payé le prix lourd, parce que pour le coup, elle est pas du tout allée voir de thérapeute, etc. Et alors, je sais pas si, peut-être tu couperas, je sais pas, mais on verra avec elle. Mais elle a fini par aller voir en fait une psy, mais en l'été dernier, quoi, seulement. Elle a commencé l'été dernier. Et avant ça, en fait, elle a tout pris sur elle, quoi. Et toi, qu'est-ce qui a changé du coup ? Tu dis tout a changé. Qu'est-ce qui a changé en fait ? Mon rapport aux autres, mon rapport à l'instant présent, tu sais. Tu parlais de ça avec Shirley, notamment sur. J'ai médité, j'ai appris. Donc je méditais un petit peu avant Mademoiselle, en fait. Mais là, en fait, aujourd'hui, c'est devenu mon truc, quoi. C'est-à-dire que tous les matins, je médite pendant un quart d'heure et c'est pas possible autrement que de pas méditer, quoi. Et en fait, j'ai terminé cette année. Attends. Pourquoi c'est pas possible autrement ? Parce que moi, je médite souvent, mais j'arrive jamais à garder le. Au bout d'un moment, je suis là, ouais, ça me saoule, j'arrête. Et tu vois, et j'ai l'impression que la méditation, c'est un truc qui apporte des bénéfices de long terme et que je peux jamais les voir. En fait, moi, je vois juste l'effet de court terme, ça me calme. Mais du coup, quand je suis déjà calme, je me dis, je m'en fous, j'en ai pas besoin. Et du coup, je vois jamais les bénéfices de long terme. Et qu'est-ce que ça change, en fait, pour toi sur... On a fait une super vidéo avec Marion sur la méditation que je t'invite à aller voir, où en fait, pour le coup, on l'a coécrite ensemble et moi, j'ai écrit tout le truc. Il y a un vrai truc de rapport au... Effectivement, tu as raison, c'est du long terme, mais c'est-à-dire que c'est un rapport à comment vivre avec conscience, en conscience de ce que tu es en train de faire, de te rendre compte que quand tu es gonflé, qu'en fait tu es en train d'être gonflé, et pourquoi tu es gonflé à ce moment-là. Comment te rendre compte, déjà, comment respirer correctement. Tu respires correctement, toi, dans ta vie ? Non. La preuve, c'est que quand je médite et que je dois respirer, en fait, je me stresse de ma respiration. Tu vois ? Et vraiment, je suis là, je respire. En fait, dès qu'ils me disent ok, maintenant, fais 2 trucs en même temps, c'est-à-dire scanne ton corps en descendant et en même temps respire, je perds les pédales. Alors, je respire n'importe comment. Première séance avec Jeanne, donc vraiment, on se connaissait pas. Enfin, on s'était vu juste 1 heure ce fameux après-midi, là. Je commence à lui parler et elle me fait, vraiment au bout de 20 secondes, elle me fait stop. Est-ce que tu peux respirer, s'il te plaît ? Je fais quoi, je respire. Comment ça, respirer ? Je respire, regarde, je suis vivant, donc sinon je serais mort. Elle me fait non, de vraiment respirer avec ton ventre et avec tes poumons. Et elle me fait, tu vois, de prendre une grande respiration. Est-ce que tu pourrais prendre une grande respiration juste 2 secondes pour voir ? Je vous invite tous à prendre une grande respiration. Maintenant, vous allez voir, c'est ouf.
et on l'apprend en même temps que vous. C'est intéressant ce que ça tu fait dis. pas du bien? Ça fait vraiment du bien. Et tu sais ce que j'ai fait la semaine dernière? Je suis allé prendre un cours de diction parce que je trouve que là ça va sur Nouvelle École, évidemment je fais attention, mais dans la vie je m'emballe très vite, je contrôle pas forcément mon énergie et du coup je parle très très vite et j'articule plus et genre je mâche mes mots et je trouve ça, en fait tu sais, je pense que j'ai un peu ce syndrome du type qui a peur qu'on l'écoute pas et qui du coup parle super vite pour placer toutes ses idées, tu sais, ou alors qui va parler très fort. Je parle souvent très fort aussi et j'ai fait ce truc là et elle m'a fait faire des exercices en fait, on découpait des phrases de manière absurde. On les découpait pas logiquement. Et en fait, je devais poser à chaque fois qu'on découpait et respirer pendant 1 à 2 secondes. Et au début, j'arrivais pas à le faire, quoi. J'arrivais pas à respirer. J'arrivais pas à m'arrêter. J'avais envie de repartir. Je trouvais pas. Et je me disais, mais c'est pas possible. T'es con, quoi. Pourquoi t'arrives pas à arrêter, à respirer 2 secondes? Et bref, tout ça pour dire que c'est quelque chose auquel moi je fais pas assez attention, mais je me rends bien compte qu'il y a un travail à faire là-dessus, tu vois. C'était ma petite anecdote. Tu vois, il y a un truc qui nous rapproche avec Marion, c'est qu'on a vécu à quelques mois près cette histoire de harcèlement en ligne, en fait. Alors, à des niveaux différents et avec des répercussions sur nos vies qui étaient pas tout à fait identiques. Mais en tout cas, souvent, quand on se considère comme des survivants. Et je pense qu'il y a un vrai truc sociétalement aujourd'hui que Marion a pris en disant, en fait, c'est pas parce que c'est virtuel que c'est pas réel. Et ne partez pas du principe que parce que ça se passe sur Internet, ça se passe pas dans la vraie vie. Parce que moi, aujourd'hui, Internet, c'est ma vraie vie. C'est-à-dire que les gens, là, tous ces gens, le truc Mademoiselle a été entêté, tous ces gens qui m'ont chié dessus, que je connais pas, je sais pas qui ils sont, je sais pas d'où ils sortent, je ne les ai jamais vus, je ne les ai jamais rencontrés. Je ne sais pourquoi, à un moment donné, vous décidez de vous jeter comme ça sur une personne au nom de il y a un truc qui est écrit sur Internet, alors c'est vrai. Et je dis pas que ces personnes-là n'ont pas vécu une expérience qui soit pas complètement dingue chez Mademoiselle, parce que en fait ça reste quand même une boîte, et je peux comprendre qu'en fait quand tu es chez Mademoiselle, tu puisses te dire tu avais peut-être des attentes dingue par rapport à l'image que tu avais de l'extérieur de Mademoiselle, et qu'une fois que tu y rentres, peut-être que parfois, pour plein de raisons, il y a des choses qui cliquent pas comme il faut, et c'est des choses qui arrivent, quoi. Ok, peut-être, en fait, vous auriez pu venir leur dire, les gens là qui m'ont chié dessus, est-ce que vous en avez parlé ensemble, d'abord, avant de faire ça? Moi, jamais personne n'est venu me dire, t'as été nul, en fait, avec moi. Et si quelqu'un est venu me dire, t'as été nul avec moi, je suis le premier à faire, je suis désolé, vraiment, je veux pas. Explique-moi pourquoi, et je vais faire en sorte de m'améliorer. Parce qu'il y a une non-conscience du fait que ce sont justement des personnes réelles. C'est marrant ce que tu dis. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé un mail il y a quelques jours en me disant Antonin, j'aime beaucoup ton podcast, mais je trouve que récemment ça perd vraiment en niveau parce que tu prends vraiment une direction bobo gauchias. Oh, il a dit les mots, tu vois, vraiment comme ça. Et après il m'a dit vraiment t'invites des gauchias, je sais plus exactement ce qu'il a dit, et il m'a dit voilà une liste d'invités que tu pourrais inviter. Et puis il m'a dit je crois Dieudonné, Jean-Marie Le Pen, vraiment c'était ça les invités. Et je savais pas quoi répondre parce que du coup j'ai juste répondu merci pour ton message. Et le type m'a répondu aujourd'hui, peut-être qu'il écoute, il m'a répondu un truc vachement plus détendu, genre ok, en fait peut-être que j'ai un peu exagéré avec Jean-Marie Le Pen, en vrai c'était plus pour te provoquer un peu. Et tu vois, je pense que d'un seul coup, il s'est dit mais en fait, tu sais, il m'a considéré comme un mec qui est vraiment un mec en chair et en os, tu vois. Alors peut-être que je me trompe, il m'écrira, mais je pense que l'erreur qu'on fait, c'est qu'on pense pas à ça. On pense pas que la personne derrière, elle est en chair et en os, et que en fait, c'est comme si tu l'as croisé dans la rue. Si tu l'as croisé dans la rue, tu lui dirais jamais ce que tu fais, c'est de la merde, ou t'es une merde, ou tout ce genre de choses, en fait. Et je pense pas que... Moi, je pense que la leçon pour moi, c'est surtout de pas répondre, en fait. Plus que de répondre ça, mais je trouvais que c'était intéressant. Non, au contraire. Tu sais, t'as ce fameux truc de Sarah Silverman. T'as pas le temps, Oui, je sais bien, mais t'as ce fameux truc. T'as entendu cette histoire de Sarah Silverman qui a répondu à un troll. Je suis désolé pour toi. Apparemment, ta vie a l'air d'être compliquée et tout. Et en fait, il s'en est suivi une discussion folle. T'as pas... Eh ben, il y a un mec. Alors, j'ai pas entendu cette histoire. J'irai voir, mais il y a un type aux États-Unis, Léo, mon pote Léo Bijaou, il m'en parle tout le temps.
C'est un type qui a créé un podcast qui s'appelle Conversation with People Who Hate Me. Oui. Tu vois que c'est ? Bien sûr, ouais. Ok, bah ça, je suis pas encore allé voir non plus, mais en gros, c'est un type qui. Tu vas adorer. Bah ouais, il appelle ses haters, des haters qui acceptent finalement de discuter, et puis il discute avec eux pour voir, pour résoudre le conflit. Quoi. Surtout pour y remettre de l'humain. C'est-à-dire que pour moi, le vrai truc qu'il réussit à faire, Dylan Marron, il s'appelle, dans son podcast, c'est qu'il réussit à remettre du contact humain dans un truc qui est complètement déshumanisé. Et en fait, je pense que c'est ça qui manque, c'est-à-dire qu'il manque juste, n'oubliez pas en fait qu'il y a des personnes derrière les gens vers qui vous envoyez vos abonnés, vos followers. Il y a des vrais gens qui lisent les trucs et qui le prennent comme des vraies claques dans la gueule. Et t'en es où alors maintenant ? Alors, j'ai dépassé vraiment toute cette histoire. Je suis allé donc aller voir ma Jeanne, ma psy, mi-décembre, et en fait je lui ai dit, je pense qu'on a parlé pendant une demi-heure, et en fait au bout d'une demi-heure elle m'a dit bon écoute, on a terminé, hein, je pense. Je suis à la fois super content pour toi et en même temps un peu déçu parce que je vais moins te voir de ce fait-là. C'est bien ça qu'elle te dit on a terminé. Tu crois tous les psys peuvent dire à un moment on a terminé ? Disons qu'elle a pas mal creusé en fait avant d'en arriver là, et qu'elle me disait j'ai pas envie de te laisser avec des trucs qui déconneraient ou qui iraient pas bien, quoi. Parce que moi, si j'ai arrêté de voir mon psy à un moment, c'est parce que j'ai eu l'impression que j'aurais pu y aller toute ma vie, quoi. Et à chaque fois, je serais arrivé tous les jeudis, ou je sais pas quel jour c'était, j'aurais dit oui, alors ma mère elle fait ça, mon père il fait ça, ça va pas, ça va. Il m'aurait dit bon super, à la semaine prochaine, tu vois. Elle a une comment dire, elle a une technique en fait qui est plus basée sur de la psychologie cognitive en fait, et de la psychologie positive, pardon, pas cognitive, qui est basée sur plus une forme de coaching en fait, alors qui s'appuie sur des trucs psy, hein, bien sûr, et où en fait c'est très dynamique, elle te pose beaucoup de questions, et en fait sa boîte s'appelle Cogitose. Elle a monté un cabinet en fait et moi tous les gens qui ont du mal en fait avec les psys et qui galèrent avec les psys, je leur dis mais peut-être va chez Cogitose en fait, tu vas voir, il y a une autre façon de traiter le truc. Alors moi j'ai eu de la chance de note Cogitose, Cogitoz. De toute façon je te demanderai après, mais non, c'est plus que je pense à un pote qui et toi-même en fait, je pense qu'on devrait tous passer entre les mains expertes des psys, en tout cas de chez Cogitose, parce qu'ils ont un truc qui est hyper bienveillant et qui est pas dans le truc de je vais te prendre des séances pour 15 ans, tu vois. Après, à la fin de la première séance, ça m'a un peu marqué parce qu'en fait elle m'a dit voilà, reviens quand tu veux. Elle t'a pas dit à la semaine prochaine? Non, elle m'a dit reviens quand tu veux. Et je me suis dit, quand je veux, c'est-à-dire réfléchis, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on s'est raconté, etc. Reviens quand tu le sens. Donc en fait, à chaque fois, c'était moi qui faisais la démarche d'appeler pour pouvoir avoir un rendez-vous avec elle, quoi. Et comment t'as su que t'avais dépassé ça alors? Parce que est-ce que je te fais la totale? Comme tu veux. En fait, j'ai bouclé cette année par un voyage en Inde. Alors je sais que c'est très caricatural et c'est très cliché. T'as vu, ça te fait marrer, voilà, forcément. Mais en fait, ce voyage en Inde a été organisé justement par Jeanne et par son mec. Son mec, lui, qui est plutôt sur tout l'aspect méditation, en fait. Et je suis parti tout seul pour la première fois de ma vie. Donc on était dans un groupe, hein, tu vois, un groupe de 40, mais je connaissais personne dans le groupe. Je suis parti tout seul à l'autre bout du monde. Je suis jamais parti en vacances avant, tout seul de ma vie, je m'en suis rendu compte, puisque j'ai rencontré ma zouze quand j'avais 17 ans. Après, on n'avait qu'une envie, en fait, c'était de partir ensemble en vacances. Après, on a eu les enfants, donc il fallait partir avec les enfants. Et là, c'est la première fois que je partais tout seul. Et en fait, ce stage était un stage à mi-chemin entre des soins ayurvédique, qui est à base d'huile chaude, mon pote. Oh là là, c'est fabuleux. Et puis un stage de méditation, où on avait 3h30 de méditation tous les après-midi. Alors, c'était pas que de la méditation, hein, il y avait aussi beaucoup d'échanges sur comment ça s'est passé pour vous, etc. Et en fait, c'était hyper intéressant de méditer en groupe, j'avais jamais fait, parce qu'il y a un côté,
l'autre débrief de sa séance, enfin tu vois, de sa séance, et te nourrit aussi de ce que lui a vécu. Et j'ai eu j'ai craqué complètement en fait au milieu de la semaine. Il y avait beaucoup de gens dans le groupe qui craquaient parce que en fait tu te retrouves pendant on va dire sur les 3h30 on devait méditer environ 1h30, 2h quoi. Et quand t'es 1h30, 2h face à toi, si tu veux, t'as pas trop le choix de plonger dans toi quoi. Donc l'un des trucs que j'ai découvert aussi, c'est les exercices de visualisation. C'est-à-dire, c'est quoi ta peur ? Parce que j'avais une boule dans le ventre en fait à un moment donné, au mois de juin. Mademoiselle, elle est pas très bien en termes économiques et tout. C'était un peu chaud pour la boîte. C'était un peu compliqué. Et en fait, tous les matins, je me levais avec une boule dans le ventre. Ça m'arrive jamais, tu vois, dans ma vie, d'avoir une boule dans le ventre. Enfin, en tout cas, assez rapidement après Mademoiselle, cette boule était partie. Et là, j'avais une boule dans le ventre. Je savais pas d'où elle venait. Et en fait, Jeanne m'a dit, mais à quoi elle ressemble ta boule ? Je fais, quoi ? Elle me dit, tu médites ou pas ? Je lui dis, ouais, je médite, mais en fait, ça marche pas trop parce que j'essaie de la faire partir, la boule, elle part pas. Et là, elle m'a gueulé dessus, elle m'a dit, mais enfin, non, mais t'es bête, faut pas la faire partir. Il faut l'accepter, il faut l'embrasser, il faut lui dire qui tu es. Faut aller discuter avec elle, faut lui donner une forme, faut aller causer, faut aller faire en sorte de, à quoi elle ressemble, qu'est-ce qu'elle est. Et une fois que tu l'as identifiée, de la balader avec toi, de lui parler, de l'emmener marcher avec toi. Non mais tu vois, de la personnifier en fait, tu vois, de personnifier cette émotion à un moment donné. Et je pense que l'un des films qui fait ça très bien, c'est Vice Versa, tu vois, où ils viennent personnifier. T'as pas vu Vice Versa, mon vieux ? C'est quoi déjà Vice Versa ? Tu sais, c'est avec la joie, la tristesse dans la tête de la petite fille. Oh my God. Je pense pas que j'ai vu ça. Faut que tu regardes ce film. Ce film est vraiment sans doute l'un des meilleurs Pixar du monde. Ah ouais, j'ai un peu lâché les Pixar, mais je vais y revenir. Ah non, mais celui-ci, pour le coup, c'est pas... mais c'est comme d'hab avec les Pixar, il y a une lecture pour les enfants, il y a une lecture pour les adultes, quoi. Et donc, ouais, elle m'a incité à aller... à bosser un petit peu sur qu'est-ce que c'est, à quoi elle ressemble ma boule dans le ventre. Et en fait, tous les matins, en méditant, je me disais, ok, bon, allez, c'est quoi ma boule dans le ventre, etc. Et en fait, de rentrer en soi, enfin, c'est un truc très très spécial. Je pense que si toi-même t'es en train d'écouter Nouvelle École, t'es en train de te dire, le mec, il a viré mystique, il est complètement taré. Il est high. Mais en fait, surtout qu'il y a un truc autour de la religion, de la secte, le gourou, etc. Alors en plus, comme je suis chauve, c'est énorme. Comme je suis chauve, il m'appelait Skippy en Inde pour me faire marrer. J'avais pas la ref au début, puis je me suis souvenu de ce con de Bernard Campan et ce sketch, sketch de la secte des inconnus. Mais en fait, c'est pas ça du tout. T'es pas obligé d'y mettre un aspect religieux du tout, quoi. Moi, je suis pas religieux et en fait, tout ce qui touche à la religion m'intéresse de très loin, quoi. Là, pour moi, il y a juste un truc de développement perso et d'aller à la rencontre de toi-même et de quitter, quoi. Et donc, ouais, j'ai affronté ma boule, et j'ai affronté ma boule qui n'était pas une boule, en fait. Mais je vais garder pour moi ce qu'elle est exactement. Et donc, comment t'as su que c'était fini, que c'était bon ? Mis à part le fait que ta psy t'a dit c'est bon, vous avez fini. Ah, mais donc c'était à la fin de l'Inde, en fait. Vraiment, cette semaine, je pense que je le savais parce que je venais chercher un truc, inconsciemment en tout cas. Je venais chercher une forme de... En fait, je vais boucler cette année un peu très merdique pour moi par ce voyage, en fait, qui est une sorte de découverte. Je sais pas où j'allais, je suis jamais allé en Inde. L'Inde, c'est quand même un pays un peu particulier en termes de culture, etc. Et puis j'y vais tout seul, et puis j'y vais pour faire un truc que je connais pas, c'est-à-dire, certes, j'avais fait un peu de méditation, mais méditation en groupe, sortir de ma zone de confort totalement, là, pour le coup, et tu le sais parce que c'est devenu une évidence. C'est-à-dire que tout est clair d'un coup. Tu sais que, ok, en fait, j'ai assez vite compris. J'ai compris ce moment-là que, en fait, je ne voulais plus être chez Mademoiselle parce que Mademoiselle avait tenté d'avoir ma peau, quoi. Alors, pas Mademoiselle, hein, mais en tout cas, c'est ce que je représente dans Mademoiselle avait tenté de vouloir ma peau, quoi. Et voilà. Après, tout le reste m'appartient. Peut-être qu'un jour, je le raconterai de façon un peu plus précise et de rentrer un peu plus dans les détails. Mais ouais, ça m'a... c'est une évidence, en fait. C'est-à-dire que tu sors de là et tu sais que, forcément, ça ne sera plus jamais comme avant, quoi.
Donc je me suis pointé, je suis rentré, j'ai fait à ma meuf, c'est bon, c'est terminé. Parce que ma femme, elle a subi de ouf pendant 1 an. J'étais dans un état, moi, qui était proche de la léthargie, en fait, en permanence. Et elle me le montrait pas trop, elle me le disait pas trop et tout, mais elle en a vraiment chié. Elle a notamment fait un nervous breakdown avec ses copines 15 jours avant que je parte, si tu veux, où elle était là, en fait, c'est chaud pour moi de te voir dans cet état-là, t'es plus comme avant, quoi. Donc je suis rentré en lui disant, c'est terminé, c'est bon, j'ai trouvé. Et elle m'a regardé comme ça, de travers un peu, pendant une semaine, pendant quelques jours, en fait. Et en fait, d'abord de me dire, je te crois pas vraiment, en fait, parce que c'est pas la première fois que tu me fais ce coup-là, parce que j'avais déjà eu des mieux, tu vois, où je lui disais, ça va mieux, je te promets. Mais ça allait pas vraiment beaucoup mieux. Et en fait, elle a compris, là, vraiment. Et je pense que tout le monde aujourd'hui me voit, et je pense que l'un des trucs qui fait que ça va mieux, c'est que j'ai envie de m'amuser. J'ai envie d'être un gamin. Et en fait, j'ai toujours eu cette énergie et ce truc un peu enfantin, si tu veux, de me marrer. J'adore me marrer. C'est vraiment quelque chose que j'aime faire dans la vie. Parce qu'en fait, à la fin, on meurt. C'est chiant, quoi, tu vois. Donc en fait, tant que t'es là, autant faire en sorte de rire, quoi. Et en fait, j'ai retrouvé cette joie de vivre que j'avais mis sous les ténoirs, en fait, sans vraiment m'en rendre compte, en plus, au fur et à mesure. En tout cas, j'avais jamais vraiment réouvert. Et je pense que tout le monde autour de moi s'en rend bien compte, quoi. Eh ben merci. De rien. Florent, d'être venu sur Nouvelle École. On a fait une longue interview. C'est vrai, je sais pas. Mais c'est bien. Merci beaucoup. Merci Antonin. Les gens qui s'intéressent à toi, on les envoie sur mademoiselle.com. Oui, c'est ça, sur mademoiselle.com. Et j'ai un blog perso aussi qui s'appelle FabFlorent, FABFLORENT.com, où on n'a pas parlé d'histoire de daron aussi, mais c'est mon petit truc. C'était dans les thèmes, mais je sais pas que il y a toujours des thèmes qui passent à la trappe. Oui, je sais. Et aussi te suivre sur Instagram. Oui, tout à fait. Je suis FabFlorent aussi sur Instagram. Merci Fabrice. Merci beaucoup Antonin, c'était cool. Merci beaucoup d'avoir écouté. Si ça vous a plu, c'est maintenant que vous pouvez m'aider. Et je vais vous dire comment. Premièrement, abonnez-vous à Nouvelle École sur votre application de podcast. C'est hyper facile. Et si vous êtes sur Apple Podcast ou iTunes, vous pouvez laisser un avis, 5 étoiles de préférence. Ça m'aide beaucoup à bien référencer le podcast et à le faire découvrir à d'autres personnes. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, c'est sur Instagram que je poste et que je suis. C'est donc @_Nouvelle École. _ c'est le tiret du bas. Si vous voulez recevoir 3 recommandations de ma part chaque vendredi par email, il vous suffit de laisser votre email sur le site nouvelleécole.org. N'importe quel champ d'email sur le site vous donnera accès à cette newsletter où chaque semaine je partage 3 choses qui m'ont plu. Ça peut être des livres, des applications que j'utilise, des films ou des documentaires que j'ai vus. Enfin, dernière chose, si vous voulez me soutenir financièrement, c'est possible. Vous pouvez le faire via Patreon. C'est à patreon.com/nouvelleécolepodcast et les dons commencent à 2 € à peine. Et après, libre à vous de donner ce que vous voulez. Tous ces liens sont dans la description de l'épisode. Voilà, j'ai fini. Merci beaucoup et à la semaine prochaine. Nouvelle école, je donne ça à l'ancienne.